Alors, le film que nous allons voir aujourd'hui est un film d'horreur. Donc, il s'agit de Sinister, le film avec Ethan Hawke, qui a fait pas mal de bruit, donc il y a de fortes chances que vous l'ayez vu. Enfin, si vous êtes fan en tout cas du genre. Pour le genre, justement, j'ai trouvé que c'est un film assez bien écrit. Donc, le genre dont on parle là, c'est bien sûr du film d'horreur. Alors, pour être plus spécifique, on est dans la lignée du film d'horreur avec possession, entité démoniaque, voilà, corruption des esprits. Et ce qui est intéressant dans ce film, ce qui va être bien écrit, ce sont les deux personnages principaux, c'est-à-dire le personnage principal d'Ethan Hawke, justement, qui est le héros du film. Enfin, en héros, voilà, faudra revenir sur le terme. Et de l'autre côté, l'entité démoniaque en question. Justement, ce qui va être intéressant dans cette écriture-là, c'est la confrontation des deux, car ils sont un peu plus similaires qu'on ne le voudrait, justement. Un peu trop, d'ailleurs. Dans le schéma classique de ce genre de film, qu'est-ce qu'on a souvent? On va avoir des familles, on va avoir des pauvres victimes, hein, comme je les appelle, qui sont là que pour subir, qui vont être possédés, qui vont être prôlés par un démon pendant tout le film. Et après, ça se résout, soit ils s'en sortent, soit ils ne s'en sortent pas, mais ils vont être, voilà, ils vont être malmenés, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive au début, puis ils vont commencer à comprendre, puis ils vont douter, puis ils vont comprendre peut-être enfin, avant que ça ne soit peut-être trop tard, mais peut-être que c'est déjà trop tard, puis après ils vont peut-être s'en sortir, mais voilà, c'est vraiment le schéma classique de ce genre de film. Et nous, on s'identifie justement à la famille victime, parce que famille gentille, famille normale, famille qui n'a rien demandé, mais ça leur tombe dessus. C'est souvent ce qu'on va obtenir comme figure, en fait, comme opposition. C'est une opposition assez faible, hein, parce que le contraste est un peu simple, en fait. Hein, c'est vraiment noir sur blanc, noir contre blanc, voilà. Ici, dans Sinister, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cela intéressant. Dans Sinister, ce qu'on va avoir, en fait, c'est que le personnage principal, on va s'en rendre compte très vite, c'est que le personnage principal est un véritable enculé. C'est un personnage très antipathique. On va avoir beaucoup de mal à s'y attacher, en fait, vraiment. Car on va se rendre compte que le personnage est lui aussi, en fait, en sorte de... Alors, c'est pas un démon non plus, mais qu'il est déjà rongé lui aussi. Il est déjà hanté. Le personnage est déjà possédé par quelque chose. Il est possédé par ses désirs qui sont très forts. Il est amer un peu, il est rongé par des regrets, et il est prêt à tout pour retrouver une gloire passée, quitte à sacrifier sa famille, en fait. Et ce rapport qu'il a à cette famille, ben justement, c'est ce rapport qui va évoluer petit à petit. Il va se rendre compte à la fin, il va se rendre compte à un moment donné de ce qu'était, quelles sont vraiment les priorités dans la vie. Oh là là, finalement, c'était la famille, etc. Donc voilà, il va changer, il va avoir une évolution intéressante. Mais la position de ce personnage est j'arrête de dire intéressante, mais elle l'est. Donc, sa position, sa posture alors, c'est comme s'il était hors du film, finalement. Donc, dans ce schéma classique dont je viens de parler, du film habituel où nous allons avoir l'entité démoniaque qui hante une famille, qui la poursuit, qui la troll pendant tout un film, bah là, c'est comme si ce personnage que nous avons dans Sinister, le personnage principal, c'est comme si il est dans la posture où ce serait un spectateur, en fait, qui verrait des scènes pareilles arriver et qui se dirait, bah, il y a de quoi faire quelques sous, quoi. Il y a de l'argent à se faire. C'est littéralement ça. Comment j'exploite cette scène, comment j'exploite ce phénomène, en fait, d'horreur qui arrive à d'autres, pas à moi, qui arrive à d'autres dont je suis juste le témoin. Et comment je vais l'exploiter pour retrouver une gloire que j'ai connue avant. Parce que c'est un écrivain dans le film. Un écrivain, justement, déchu, quoi, qui a atteint le sommet de sa gloire il y a 10 ans peut-être, qui depuis n'a rien écrit de bien, on va dire. Donc il essaie de retrouver cette gloire passée, et il est littéralement prêt à tout pour la retrouver. Et c'est ça qui, justement, fait un personnage assez horrible. Mais voilà, donc ça fait un personnage presque méta. C'est-à-dire, il est presque conscient de l'histoire dans laquelle il est, en fait. Et du coup, il se dit, bah tiens, il y a de la thune à se faire avec ce genre d'histoire, donc je vais le faire. Et en essayant de le faire, petit à petit, il va se rendre compte que bah, là, tout d'un coup, il fait courir un risque à sa famille. Enfin, dès le début, sa façon de le faire est assez abjecte, mais il va vouloir aller jusqu'au bout, et petit à petit, en fait, il va se rendre compte que bah non, en fait, ça n'en vaut pas le coup, il va se rattacher à sa famille, et c'est une bonne conclusion pour le personnage. On va se rendre compte quand même que c'était bien. Il en est au moins arrivé à ça. Après, comment ça se finit, ça on verra. Mais il en est au moins arrivé à ça. Donc c'est ça qui va être intéressant en fait, c'est que les deux personnages, les deux entités ici, le démon dans le film ainsi que le personnage principal, sont à la fois manipulateurs, menteurs, prêts à tout pour arriver à leurs besoins, en fait, prêts à tout pour arriver à leur but. Mais limite, on en voudrait moins au démon, parce qu'on peut se dire, bah, c'est un démon, il fait juste ce qu'il a à faire, en fait. Hein. C'est un démon, bah, il doit posséder. Il faut qu'il possède. Il se lève le matin, il se dit, je dois posséder. Alors que le personnage principal, on se dit que c'est un humain, c'est un père de famille, il serait tout seul à la rigueur, il serait peut-être moins antipathique peut-être, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr, mais il serait tout seul en fait, bah, ses décisions ne tiendraient que, voilà, n'impliqueraient que lui-même finalement. Donc ce serait peut-être moins grave. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe, c'est que là, il implique sa famille malgré elle, il ne leur laisse pas le choix, et pour cela, il est prêt à mentir.
Et c'est horrible parce que c'est vraiment dès le début. Dès le début, on comprend cela. Donc dès le début, on se dit, mais quel enculé. Mais littéralement, quoi. Ça va très vite, ça va très vite. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, qu'on n'est pas du tout attaché au personnage, on a presque envie qu'il lui arrive des emmerdes, en fait. On se dit, bah, bien fait pour ta gueule. C'est littéralement ce qu'on se dit. Donc c'est un peu à l'opposé de ce qu'on a habituellement dans ce genre de film, où on va se dire, à l'opposé dans le sens où on est censé, dans ce schéma classique de film, donc encore une fois, d'entités démoniaques qui possèdent les esprits, etc., on est censé prendre en pitié un peu les victimes de cette entité démoniaque et avoir envie qu'ils s'en sortent, en fait. On se projette un peu en eux-mêmes, on a envie qu'ils s'en sortent. En réalité, en tout cas dans les productions qu'on a en ce moment, on n'est pas loin souvent des slashers, où on veut justement voir jusqu'où ça va aller, en fait, à quel point ils vont morfler, et ça nous fait presque marrer. Donc voilà, les films d'horreur maintenant c'est un véritable spectacle au cinéma, et les gens gueulent, applaudissent, encouragent, enfin, voilà, on veut que le frisson arrive, et s'il faut que le personnage en chie, c'est pas très grave, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche en fait. On va avoir peut-être un peu de peine, mais c'est vrai que non, l'empathie n'est pas si forte que ça. Mais là, littéralement, ce n'était même pas la question, enfin, ce n'est même pas ce qui est visé par le film, donc c'est littéralement là que ça change. On est amené peut-être à s'attacher au personnage vers la fin, à se dire oh mais quand même sur la fin il a changé. Donc c'est peut-être ce qui était visé par le film, hein, donc nous amener à finalement finir par l'apprécier vers la fin, ou en tout cas lui laisser une chance, en se disant bah ça y est il a changé, donc voilà il mérite notre pardon, il mérite qu'on lui souhaite de s'en sortir si vous voulez. Mais c'est pas ce qui va se passer vraiment, vu que, enfin, il part de tellement loin. Enfin, le personnage dès le début, on le trouve tellement antipathique, en fait, on se dit tellement, mais c'est pas possible d'être un enculé pareil, que c'est très difficile ensuite de revenir là-dessus. C'est très difficile de rattraper cela. Et finalement, de dire, ah, bon, il aura quand même changé. Bah, c'est difficile. Et l'empathie n'est pas née pour moi. Mais après, même sans empathie, même sans cette empathie vis-à-vis de ce qui arrive, les malheurs qui vont lui tomber dessus, à notre héros, même sans cela, quand même, on peut trouver l'écriture bien réussie, car pour une fois, effectivement, on n'a pas le schéma classique. Donc c'est comme si le film assumait directement ce qu'on est, ce rapport donc qu'on va avoir avec les héros, pour qui on va vouloir qu'il lui arrive des choses. Bah là, tout d'un coup, bah c'est justifié qu'on ait ce désir-là, cette envie-là. Et en allant jusqu'au bout, bah peut-être qu'on arrive à un retournement où on se dit, ah, allez, bon, il en a assez morflé, il a assez payé. Maintenant, est-ce qu'il peut s'en sortir? Voilà, il a été puni, donc il y a une sorte d'exultoire là-dedans. On se dit, ok, il a été assez puni, il a cherché la merde, il l'a trouvé, bon maintenant est-ce qu'il peut s'en sortir, et on verra s'il s'en sort ou pas. Mais voilà donc la confrontation, en tout cas entre le personnage principal, donc entre le démon et l'auteur, et tout tourne autour de cette famille. Famille donc que l'un désire, que l'un manipule pour lui-même, pour se nourrir, on va dire, que l'autre, ce serait bien que je précise de qui je parle en fait. Donc famille que le démon en soi manipule car il se nourrit de cette manière-là, et famille que l'auteur manipule car c'est comme ça qu'il atteint ses buts. Il s'appuie sur cette famille, il s'appuie sur cette femme qui va tout faire qui va s'occuper de tout dans ce film, qui est presque sa rente en fait financière, pour justement redevenir l'homme qu'il avait été à un moment donné. Alors donc le film commence très rapidement, on comprend de quoi je parle quand je dis que ce personnage est un manipulateur, un menteur. Ça arrive vraiment dans les 5 premières minutes du film, hein, vraiment. Donc on voit la famille du héros, donc d'Ethan Hawke qui s'installe, qui emménage dans une nouvelle maison. On les voit s'installer, vider le camion, sortir des cartons, etc. Et le film arrive quand même à nous faire toute une exposition un peu de la situation de manière assez intéressante, car en fait le héros va retrouver sa fille dans sa chambre. Donc il y a le père, la mère, il y a le héros, sa femme, ils ont un fils et une fille. Donc le héros va trouver donc sa fille Ashley dans sa chambre, enfin la chambre qu'elle doit occuper. Donc une petite gamine, on va dire de 12 ans, en train de peindre justement des personnages sur le mur. Et ça, petit clin d'œil pour ce qui va arriver bientôt plus tard dans le film, justement, c'est bien mis, c'est bien placé. On voit qu'elle aime dessiner, en tout cas, donc elle dessine sur les murs. Et le père arrive et lui demande, mais tu n'aides pas à déménager, etc. Elle dit non, moi je voulais pas déménager, c'est toi qui voulais déménager, etc. Et donc s'ensuit une petite discussion comme ça, très rapidement, qui pose les bails, qui pose la situation. Donc on comprend très vite que c'est l'auteur qui a voulu déménager. On comprend que c'est lui qui a voulu amener sa famille là. On comprend que la famille n'était pas absolument d'accord. La fille ne l'était pas. On sent effectivement que la mère ne l'est pas non plus. Et on comprend que l'auteur explique que il ne pouvait plus continuer à vivre là où ils étaient. En tout cas, c'est l'explication qu'il donne à sa fille. Car pour continuer à payer la maison où ils étaient, il aurait dû, alors je sais plus ce qu'il dit, mais un boulot absolument alimentaire, quoi. Écrire des manuels scolaires ou des choses comme ça. Ce qu'il ne veut plus faire. Donc on comprend que c'est un auteur, enfin il veut réécrire, il veut se relancer dans l'écriture, il veut, et là dans cette maison c'est censé marcher. Alors pourquoi c'est censé marcher dans cette maison en particulier? On va le comprendre très vite aussi. Car une fois qu'elle a fini ses discussions avec sa fille, en lui promettant que si elle n'aime pas la maison, ils déménageront peut-être, il sort, et là en fait il y a un shérif qui est venu à leur rencontre en fait, de cette famille qui emménage. Et le shérif va jouer le rôle un peu cliché du voisin qui dit cette maison a connu des incidents en 1900
machin, donc voilà, elle est maudite, et vous ne devriez pas vous installer. Voilà, il va jouer ce rôle-là, le shérif. Il va arriver à leur dire, qu'est-ce que vous foutez là, enfin, l'auteur va lui dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et il va dire à l'auteur, sa femme n'est pas présente, hein. Donc le shérif se retrouve juste avec l'auteur, avec Ethan Hawke, et va lui dire, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de reprendre vos affaires et de vous casser de là, quoi. Tu vois? Parce que cette ville n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de vous, etc. Donc très rapidement, on comprend que le shérif connaît Ethan Hawke, enfin connaît l'auteur, connaît l'écrivain, il a lu ses livres, ses 3 livres en tout cas, et autant il reconnaît que le premier livre qu'il a écrit était effectivement une bombe, que c'était très bien écrit, qu'il méritait le succès que ça lui a donné à l'époque, mais que depuis, bah non, en fait, il écrit que de la merde, voire pire, que son dernier livre aurait aidé à libérer un criminel, en fait, un meurtrier, et ruiner des vies, etc., etc. Donc en fait, voilà, donc pour lui, Ethan Hawke est un connard, qui est une sorte de vautour un peu, une sorte de sangsue comme ça, qui vient sucer en fait le sang. Voilà, il y a une news un peu dégoûtante à exposer. Bah, il va être là pour essayer de faire son beurre, quoi. Et donc pour le shérif, ce mec-là doit dégager. Et très rapidement, donc on comprend qu'Ethan Hawke ne va certainement pas dégager, c'est sûr. Mais on comprend avec un petit indice du shérif qui lui dit à la fin, ok, bah je vois que tu ne partirais pas. Bon, peu importe. Je vous aurais prévenu. En tout cas, ne comptez pas sur notre département pour vous aider en quoi que ce soit à essayer de résoudre l'enquête. Alors donc très rapidement, donc on pose la situation. De leur discussion, on comprend en fait que c'est une enquête qui a amené là Ethan Hawke, donc ce n'est pas que pour une maison moins chère, mais qu'il y a également une enquête en cours, et que c'est ça qui l'amène en fait, et que le shérif lui explique, non, nous on a mené l'enquête, il n'y a rien à voir, rien à dire de plus là-dessus. Il y a une fille effectivement portée disparue, mais c'est sûr qu'elle est morte. Et là on comprend que ça a un rapport avec la scène d'ouverture du film, qui est une scène de meurtre en fait, qui est assez j'allais dire assez drôle, mais non. Enfin, si, elle est assez drôle, mais c'est pas comme, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais c'est surtout la mise en scène du meurtre, en fait, qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on voit une famille on comprend que c'est une famille, hein, on semble voir un père, une mère et 2 enfants, à qui on a mis des cagoules, on leur a attaché les mains dans le dos, on leur a mis une cagoule, ils sont pendus, alors, pas encore pendus, mais ils ont une corde au cou, un nœud au cou, comme ça, et la corde, donc pour chacun des personnages, en fait, de ces 4 personnages, la corde, donc, fait le tour. C'est vraiment une scène difficile à expliquer, faut la voir pour comprendre. Mais chaque personnage donc a une corde attachée au cou. La corde passe par-dessus une branche et est attachée à une autre branche qui est en train d'être sciée. Ce qui fait que la conséquence, c'est que quand la grosse branche à laquelle sont attachées les 4 cordes des 4 personnages, quand cette grosse branche est sciée, bah cette grosse branche tombe et ça fait effet de poulie. Et donc ça va en fait, ça va pendre littéralement, pour le coup, ça va les soulever du sol, ça va pendre littéralement cette famille-là, en fait, ça va pendre les membres de cette famille. Et donc voilà, c'est peut-être le meurtre le plus original que j'ai jamais vu filmé de cette manière-là. Donc voilà, on voit une scie, on ne voit pas qui tient la scie, on voit une scie jusqu'ici, et à un moment donné, et pendant ce temps-là, les personnages sont tous les 4 debout. On sait pas pourquoi ils ne se débattent pas, pourquoi ils ne essaient pas de courir, de s'étirer, de tirer sur les cordes, non. Ils sont vraiment stoïques, ils ne bougent pas trop, ils ont l'air peut-être groggy, je ne sais pas. Et avec les cagoules sur les têtes, sur les visages, on a du mal à savoir ce qui se passe. Et quand la branche a fini d'être sciée, la branche tombe, les soulève, et là, ils sont pendus, et ils meurent de cette manière-là. Donc ça, c'est la scène d'ouverture du film, littéralement. C'est filmé, donc voilà, on a l'impression d'une projection, pellicule, Super 8, voilà. Donc ça, c'est la scène d'ouverture. Et donc, on se rend compte que le shérif fait référence à cette scène-là, en fait, à ce meurtre-là. Et donc, de ce meurtre-là aurait réchappé une gamine dont on n'a plus de nouvelles, en fait. Et ça fait tellement longtemps que pour le shérif, que c'est fini, c'est mort, en fait. Mais Ethan Hawke, lui, est venu pour résoudre ces mystères. Car c'est ça, en fait, c'est un écrivain, c'est ce qu'il est. C'est un écrivain qui essaie d'élucider, en fait, des meurtres non résolus, tout cela, qui mène des enquêtes, qui essaie d'expliquer comment ça a pu se passer, tout cela. Que ce qu'a été son premier livre, ce qui lui a donné le succès qu'il a eu. Et voilà. Là, il espère, avec cette nouvelle affaire, repartir comme en l'an 40, quoi. Et donc là, on a un doute. On commence à se dire, d'accord, mais quel est le rapport avec le déménagement, tout ça? Et on comprend très rapidement, avec juste une indication du shérif, enfin on comprend, moi en tout cas je l'ai compris à ce moment-là, mais peut-être qu'on le comprend un peu plus tard, mais au moment de se quitter, le shérif désigne la maison en disant, mais ça par contre c'est vraiment de très mauvais goût. On se dit, attends, il a pas... En tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, moi perso je me dis, attends, parce qu'en plus, le doute pointe, mais après, très rapidement, il va voir sa femme, et lui dit, alors qu'est-ce qu'il voulait, ce shérif? Il fait, oh non, il voulait un autographe, ou je sais pas quoi. Et il lui fait, et pourquoi il désignait la maison? Et Ethan Hawke lui fait, il essaie de noyer le poisson, je sais même plus comment il s'en sort. Mais il lui dit, et là, il lui demande, attends, c'est pas comme la dernière fois quand même, on n'a pas emménagé à côté de la scène de crime. Donc on se rend compte que c'est un truc qu'il a déjà fait.
Et là, Ethan Hawke la regarde, ne répond pas, et il lui fait, non, non, ne me dis pas, je veux pas avoir des cauchemars avec ça. Et Ethan Hawke lui fait, non, je te promets, nous ne nous sommes pas installés à côté de la scène du crime. Et là, on comprend. Et là, on se dit, mais quel enculé. Et là, on comprend que c'est la maison où le meurtre a eu lieu, en fait. Parce que c'est pour ça que le flic l'a désigné, c'est pour ça. Et du coup, il ment sans mentir. Oui, il a raison. Ce n'est pas là que on ne s'est pas installé à côté de la scène du crime. On s'est installé dans la scène du crime. Et c'est juste absolument affreux. C'est incroyable. C'est très compliqué de croire, en plus, que sa femme n'ait pas eu à poser de questions ou, enfin, du coup, tout d'un coup, on se dit, mais attends, mais comment elle peut ne pas le savoir, ça? Enfin, oui, c'est peut-être possible, effectivement, de ne pas le savoir, mais au moment d'emménager, il y a eu des visites, il y a eu quelque chose quand même. Enfin, il y a eu un agent à qui on a dû poser des questions. Et c'est vrai que peut-être que les agences immobilières ne sont pas obligées peut-être de vous dire qu'il y a eu un meurtre, peut-être. Enfin, mais en tout cas, si on pose la question, ils sont censés le dire, je crois. Mais ils ne sont peut-être pas obligés de vous annoncer. Alors attendez, je vous ai fait une petite ristourne car la maison, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ils sont peut-être pas obligés de le dire, certes. Mais quand même, ça paraît très peu probable en tout cas, même si elle ne l'a pas su en amont, qu'elle ne le sache pas plus tard, hein, car ils vont bien faire rencontrer des gens, avoir des voisins qui vont dire alors c'est comment dans cette maison, d'accord, mais vous vivez comment de savoir que dans la cour il y a eu des pendus, enfin, ça va forcément se savoir. Donc on se dit mais quel est le plan là d'Ethan Hawke en fait exactement, qu'est-ce qu'il espère? Il pense pouvoir cacher cela à sa famille longtemps. Les enfants vont aller à l'école, les autres gamins sauront où ils ont habité, et cette histoire de pendaison, ça a forcément fait le tour du patelin. C'est pas banal comme meurtre en fait. Donc forcément dans ce genre de petites villes, ça devient la news principale. Donc tout le monde sait où ça s'est passé, tout le monde sait ce qui a eu lieu quoi. Tout le monde sait que dans la maison des Scott, des Lenormand ou je ne sais pas, que les 4 membres de la famille ont été pendus et qu'une des filles est portée disparue. Et donc ces gamins que Ethan Hawke ramène et qu'il va amener à l'école, donc déjà c'est une des premières choses qu'ils vont apprendre en fait à l'école. On va leur dire mais attendez, mais vous êtes des tarés, vous savez que vous êtes installés dans la famille des pendus. Ils vont revenir à la maison, ils vont en parler. Déjà il y a ça, et en plus il y a sa femme aussi qui forcément va rencontrer des voisins, des voisines, et ils vont en parler. Donc le moment où il lui ment, et c'est le moment où il leur dit, enfin c'est vraiment le premier mensonge qui me l'a rendu assez abject moi le personnage. C'était tellement fourbe, c'est incroyable, c'est de la rhétorique en plus, quoi, c'est le retournement un peu de la réponse. Non, non, je te promets, nous ne sommes pas installés. Il n'arrête pas de promettre, d'ailleurs, c'est la deuxième promesse qu'il fait. En très peu de temps, c'est la deuxième promesse que le personnage fait. Il promet déjà à sa fille qu'ils repartiront si jamais elle n'aime pas l'école. On sait très bien que c'est faux. Et là, il promet à sa femme qu'ils ne se sont pas installés à côté de la scène du crime. Donc c'est incroyable quoi. On s'est pas installé à côté, on s'est installé dedans, mais ça je ne te le dis pas, donc mensonge par omission. Voilà, c'est là que le personnage, enfin c'est là que je me suis éloigné du personnage. C'est là que tout d'un coup il y a eu un détachement, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture avec le personnage qui pose très rapidement son attitude, en fait, qui pose très rapidement son caractère, très rapidement, il nous dit qui il est. Il pose son caractère infect, vraiment. Je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais je reviens là-dessus, quoi. J'insiste. Et je pense que c'est assumé par le film. Et comme si ça n'était pas assez subtil, en fait, le film se dit non, il faut qu'il comprenne que c'est la maison où le crime a eu lieu. Donc très rapidement, en fait, on voit Ethan Hawke, après avoir menti comme ça à sa femme, rentre dans sa cuisine, rentre dans la salle à manger, je crois, et puis là, de la salle à manger, en fait, on a littéralement vu sur l'arbre est dans le jardin. Donc on a vu sur l'arbre qui a servi à la pendaison. On voit effectivement la branche qui est coupée, qui tient encore un peu en partie à l'arbre, mais qui est encore là, présente. C'est qui est aussi une drôle de chose, en fait. Qui aurait laissé la branche comme ça, en fait, avec toute l'enquête qu'il y a eu, il a fallu détacher les corps, tout ça. On a quand même laissé la branche suspendue de manière hyper dangereuse, ne tenant qu'à une brindille encore à l'arbre, et qui peut s'écrouler d'un moment à l'autre, en fait. Enfin, mais bon, c'était pour qu'on comprenne hein, que c'est l'arbre qui a servi à la pendaison. Mais on aurait compris. Là-dessus, le film n'est pas du tout subtil. Il le sera un peu plus par la suite, mais il commence mal. Très rapidement, il veut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. Le film nous tient vraiment la main. Vous avez compris là que c'est un connard. Vous avez compris que c'est la maison où il y a eu la pendaison. Vous avez compris que ses enfants ne sont pas bien, ne sont pas heureux avec sa père. Voilà, donc le film essaie vraiment de forcer la description. C'est le début. Si on arrive à passer ce moment-là, on commence petit à petit à apprécier le film. Et notamment, on va l'apprécier, je trouve, grâce au rapport, en fait, entre Ethan Hawke et sa femme dans le film. Je trouve que c'est un rapport qui, pour une fois, est très bien travaillé, il est assez réaliste. Les personnages, habituellement, dans ce genre de film, ne vont pas être traités de manière réaliste. Je sais pas, par exemple, ils vont voir des cas de possession, puis ils vont quand même ils vont voir des cas de possession, puis ils vont réagir comme si de rien n'était, enfin, ils vont avoir peur, puis après ils vont être en mode, oh, bah, tout va bien. Enfin, voilà, l'écriture des personnages va être secondaire, ils vont être surtout là pour subir les peurs, et il faut qu'ils restent
assez longtemps pour continuer à subir ces peurs-là, pour que le film tienne la route, machin, etc. Donc c'est souvent un peu forcé. Mais là, ce que j'ai bien aimé ici, c'est l'écriture un peu réaliste entre Ethan et sa femme, qui, même si elle a accepté tout ça, ce qui est déjà beaucoup, je sais même pas comment elle a pu l'accepter, on comprend très rapidement, grâce à une petite discussion, une petite scène autour du repas du soir et ainsi qu'au lit, quand ils se retrouvent au lit, on comprend rapidement que bah là, elle l'a encore suivi, c'est encore elle qui suit, mais que là, c'est la dernière fois, quoi. On comprend effectivement que Ethan Hawke, donc comme c'est un peu sous-entendu dès le début du film, en fait, a écrit une sorte de best-seller il y a 10 ans. Donc il a eu une gloire, enfin qu'il a connu vraiment un gros succès à un moment, et que depuis, bah, l'engouement du public n'a pas été au rendez-vous. Il s'est réfugié un peu dans la fiction, il a commencé à écrire des fictions, mais que personne n'a aimé, qui n'ont pas connu le succès en tout cas escompté. Il le dit d'ailleurs, personne n'aime mes fictions. Et donc là, il retente encore une fois, une dernière balle, il veut retrouver ce succès d'il y a 10 ans. Et d'ailleurs, sa femme, il y a une discussion d'ailleurs qui va être très intéressante, où sa femme lui dit, mais et si ce que t'as connu il y a 10 ans, c'était tes fameuses 15 minutes? Et que ça y est, quoi. Enfin, t'as connu le succès, t'as connu ce que des écrivains vont passer leur vie à espérer connaître un jour, mais qui ne connaîtront jamais. Mais toi, au moins, tu l'as eu une fois. Et si c'était ta seule fois, enfin, c'est pas très grave, tu l'as quand même eu, tu vois. Contrairement à d'autres qui n'auront jamais de toute leur vie. Donc voilà, bah maintenant, peut-être que t'as le choix, en fait. Soit tu continues à courir après ça toute ta vie, au risque que ça ne revienne jamais et que tu passes à côté de tout ce qui est important. Soit tu réalises dès maintenant ce qui est important, en fait, et que tu te refocalises sur ta famille, parce que pendant ce temps-là, tes enfants sont en train de grandir et tu n'es pas là. Cette discussion, je l'ai trouvée hyper sérieuse et hyper solide, très compréhensible en plus, et ça m'a vraiment surpris dans ce genre de film, parce que c'est pas du tout les discussions habituelles auxquelles on va être habitué dans les autres films de ce genre-là. Et Ethan qui lui répond, mais non, cette fois-ci ça va marcher, j'ai juste besoin de cette dernière fois, j'en ai besoin. Et encore une fois, comme je disais depuis le début, on sent qu'il est possédé en fait, il ne voit que ça. C'est viscéral, il en a besoin. C'est sa substance, en fait. Le succès, la gloire, qu'on reconnaisse sa création, son écriture ou son talent, peut-être. Donc, voilà, le personnage est déjà possédé. Dans sa façon de parler, dans sa façon de faire référence à lui-même dans le passé, il est d'une certaine manière déjà possédé. Et sa femme, d'ailleurs, finit par lui dire, bah, écoute, d'accord, mais je ne pourrais pas le refaire. Il dit, mais refaire quoi, machin? Non, je ne pourrais pas le refaire, en fait. Cette fois-ci, c'est la dernière. C'est-à-dire que là, si ça ne marche pas à nouveau, et on sent que c'est déjà arrivé, en fait, on sent qu'en fait, quand ça arrive, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il a tellement tout donné qu'il se dit pas il s'investit tellement qu'il ne peut pas juste dire, oh, bah merde, ça a pas marché. Bon, bah, tant pis, je passe à autre chose. Non. Je pense que du coup, il doit vraiment faire subir en fait son mal-être à sa famille et ça doit être très dur à supporter. Et là, sa femme lui fait, cette fois-ci, si ça tourne mal, je prends les gamins, je me barre en fait. Parce qu'elle ne veut même pas être dans les parages quand la chute sera là, parce que ça veut dire qu'elle doit l'accompagner dans sa chute en fait. Et déjà, elle l'accompagne déjà là Et il lui dit d'ailleurs, je ne peux pas y arriver sans toi. Donc là, elle l'accompagne déjà pour se réaliser. Donc voilà, sens du sacrifice, attention. Ce qui va être intéressant d'ailleurs, ce qui est un gros classique encore une fois, où voilà. Dans ce rapport de couple avec celui qui se lance dans la création et l'autre qui... Mais c'est un autre débat. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est bien mis en place ici. On sent que c'est elle qui assure tout, et lui, en fait, elle court après ses chimères, court après une gloire passée, et qu'elle croit encore en lui, en fait, parce qu'elle l'aime. Mais là, tout d'un coup, il y a les enfants dans l'équation. Et petit à petit, bah, pour elle, bah, c'est les enfants avant tout. Donc elle est prête à partir avec les gosses si ça ne marche pas. Et Ethan est là, non, t'inquiète pas, ça va marcher, on va y arriver, dans cette maison, je le sens bien, etc. Toujours sans lui dire pourquoi dans cette maison est si particulière pour lui. Là, c'est très curieux qu'elle n'ait pas posé la question non plus. Vraiment, on ne comprend pas. Comment ce déménagement a pu se faire? On comprend qu'ils ont toujours pas vendu l'ancienne maison qu'ils avaient. Ancienne maison d'ailleurs qui, quand on la verra, on se dira, mais il a pété un câble en fait quand il a eu ça. La maison est juste, mais c'est un manoir en fait. Donc à l'époque de sa gloire en tant qu'écrivain, alors il faut pas être fou quand même pour savoir un écrivain doit faire gaffe à sa thune quand même. Je pense que c'est pas tous les jours non plus qu'il a un best-seller qui sort. Donc il sait que là là ça lui rapporte de l'argent, on va mettre de côté, on va investir, comme ça je peux repartir sur notre livre, espérer que ça marche. Non, le mec il fait un best-seller, il achète un manoir. Ça a dû vraiment bien marcher, hein. Mais il a acheté un manoir, donc du coup il ne pouvait plus payer les rentes sur ce manoir. Donc du coup là maintenant ils sont dans cette nouvelle maison, mais ils payent les deux. Donc on sait pas comment financièrement ils s'en sortent, qu'est-ce qu'ils font. J'espère que la femme a un bon boulot, mais voilà, on comprend pas trop le schéma financier de cette famille. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ce clin d'œil à la maison qu'ils ont encore gardé sous la main sera intéressant pour la fin. Mais voilà, ce petit clin d'œil, ils font plein de clins d'œil. En fait, le film a à peine commencé qu'ils font plein de clins d'œil à ce qui va arriver. Ils essaient de justifier dès le début du film en fait. Donc ce qui commence un peu à le charger un peu, entre la fille qui peint, qui dessine sur les murs, ces clins d'œil à la maison qu'ils ont encore gardé. Tout ça, c'est des clins d'œil sur les résolutions ou les choses en tout cas à venir dans le film. Donc ça a le défaut de charger un peu l'intrigue très rapidement. Mais encore une fois,
les personnages sont assez bien écrits, sont tellement bien écrits, en fait, qu'on suit, qu'on est dedans. Il y a pas de souci. Ethan Hawke joue très bien, le personnage de sa femme, je crois qu'elle s'appelle Tracy, joue bien. Les gosses restent des gosses, hein. Le garçon est une tête à claque. Mais on suit grâce à ces deux personnages-là déjà. Le couple est solide, le couple marche bien. Le sens du sacrifice chez cette femme est très noble, très louable. On sent qu'elle fait beaucoup, elle en fait peut-être un peu trop pour cet homme, qu'elle a dû aimer à l'époque justement où il a été celui qu'il a été peut-être au moment de sa gloire, etc. Donc peut-être un personnage charismatique, charmant. C'est encore une fois, c'est Ethan Hawke, donc on y croit à ce charisme en fait. Mais derrière ce charisme se cache donc cette part sombre en fait, cette chose qui le hante, cette poursuite qu'il a et qu'il veut à tout prix, c'est ce truc qu'il vise, qu'il veut à tout prix posséder à nouveau, qu'il veut à tout prix connaître à nouveau, vivre à nouveau. Et on le verra pendant tout le long du film, en fait, il n'arrêtera pas de regarder justement des cassettes de lui, de la bonne vieille époque, à l'époque où il avait des interviews, tout cela. Et donc on sent le gros nostalgique, enfin c'est peut-être dur à comprendre effectivement qu'est-ce que c'est après avoir connu la gloire de descendre du coup dans l'oubli. Je pense que ce qui aurait été intéressant c'est dans ce film du coup c'est de prendre peut-être un acteur un peu washed up en fait, un acteur un peu oublié du coup et qu'il joue du coup son propre rôle dans ce film. C'est un peu je trouve l'idée dans Birdman, on y pense en fait parce que dans Birdman on a Michael Keaton qui joue le personnage principal et qui veut se lancer, enfin qui veut faire marcher cette pièce de théâtre qu'il est en train de monter etc. Tout ça qui se prend vraiment la tête pour faire marcher un peu sa création qu'il voit comme étant difficile peut-être, difficile à faire accepter, difficile à faire reconnaître mais comme étant ce qu'il veut à tout prix faire, dans quoi il se réalise, mais il a toujours un sorte de personnage, justement le Birdman, et du coup on a le personnage de Birdman qui apparaît souvent comme une sorte d'alter ego, qu'il est seul à voir du coup, mais qui est un peu sa conscience, qui lui dit mais qu'est-ce que t'as foutu, on aurait pu réussir, on aurait pu connaître le succès si seulement t'avais voulu faire des films d'action, des films qui font kiffer tout le monde en ce moment, qui font du box-office, etc., etc., et voilà, donc, Michael Keaton, dans ce film-là, dans Birdman, justement, est en mode, non, ça va marcher, non, je reste dans mes trucs, je tiens droit dans mes bottes, je veux faire marcher mon truc, je suis prêt à tout pour que ça marche. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, Michael Keaton, je ne l'avais plus revu depuis, mais je sais pas, moi, peut-être depuis Batman. Hein. Et il avait complètement disparu de la circulation. Et là, voilà qu'il revient, et c'est vraiment ce qu'il a essayé aussi de faire un peu, c'est faire autre chose, en fait, et sortir de ces films films à box-office, hein, gros films de l'été, blockbuster et compagnie, quoi. Et il a essayé de sortir de ce circuit-là, quoi. Mais du coup, c'est ça qui a marché pendant un petit moment, tous ces films Marvel et tout cela, c'est vraiment ça qui a tenu le box-office. Donc il joue un rôle où justement il a un personnage qui arrête pas de lui faire du pied comme ça en mode mais vas-y reviens là on va se faire du bif, on va se faire de la thune, tu vas kiffer, tu vas voir, et que lui il se dise non moi je continue à faire mes trucs. Je trouvais très intéressant d'avoir ça dans l'histoire et de l'avoir aussi dans la vraie vie du comédien. Là pour le coup Ethan Hawke je dirais pas jusqu'à dire qu'il a raté sa carrière donc ce n'est pas du tout le cas mais ça aurait été assez drôle qu'il fasse en plus ce clin d'œil là avec un bon comédien mais malheureusement comédien qui n'a plus le succès qu'il a connu à l'époque quoi, ça aurait été drôle. Alors une fois qu'on a parlé des personnages un peu, de l'écriture des personnages qui comme j'ai dit que je trouvais très intéressante, ça c'est vraiment c'est un atout du film, parlons un peu de l'intrigue du coup. Alors l'intrigue est classique, hein. L'intrigue est, on l'a déjà vu 1000 fois, donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est un film d'horreur du type entité démoniaque, possession, etc. Donc voilà, on en a vu plein, ça ne s'arrêtait pas, ça a été une mode à un moment donné, ça ne s'arrêtait plus. Donc là pour poser très rapidement l'histoire, donc Ethan Hawke donc qui est écrivain de true crime, ça s'appelle, donc ce type d'écriture, donc de true crime ou de criminalité réelle, donc ça veut dire qu'il est un peu entre le journaliste et l'écrivain, quoi, il va écrire sur des crimes qui ont eu lieu, qu'il va essayer d'élucider. Donc là, il prétexte, donc tout simplement, que ce qui l'intéresse dans cette affaire, c'est effectivement le fait, déjà, le crime est assez horrible quand même, c'est toute une famille, et en plus, il y a une des enfants de la famille qui a disparu, que lui, pour un peu se donner bonne conscience, donc prétend que son enquête sert avant tout, c'est pour qu'on comprenne ce qui a pu arriver à cette gamine, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, la police a abandonné, d'ailleurs quand le shérif lui dit, vous perdez votre temps, quittez cette ville, la ville a besoin maintenant de guérir, on n'a pas besoin de troubles faits comme vous. Ce qu'il lui rétorque, c'est que à chaque fois qu'un shérif ou qu'un homme de la loi m'a dit que je perdais mon temps, c'est que souvent c'est lui qui perdait le sien. Donc en fait, il pense pouvoir mieux faire que la police. Et donc quand il sait qu'il ne pourra pas compter sur l'aide de la police, ça ne le dérange pas. On se dit qu'il doit avoir sa façon de faire, une autre approche, etc. En fait, on ne le voit pas vraiment travailler, pour le coup. On voit pas vraiment comment il procède. Mais ça, on le voit par la suite. Donc, très rapidement, il va s'installer dans son bureau. En fait, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, Ethan Hawke va tomber sur une boîte dans la maison, en fait. Il va entendre un bruit en haut, dans la cave, un gros bruit, boum, il va aller voir, et là, il va trouver une boîte. Et la boîte est remplie de Super 8, en fait, de pellicules Super 8, datées chacune, etc. Donc, en fait, il va commencer à les visionner. Et ça va être principalement ça, sa méthode d'enquête, en fait. C'est qui nous pousse à nous demander, mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'était pas tombé sur les Super 8? D'autant plus qu'après, on comprend que les Super 8 ont été placés là par l'entité démoniaque du film, notamment, qui va comme ça continuer à l'intéresser à l'affaire,
à le plonger de plus en plus au fond de l'affaire, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, en fait, être cohérent par rapport aux bonnes décisions à prendre. En fait, il est pris dans l'intrigue à fond, et on comprend, en fait, c'est une manipulation, du coup, de cette entité démoniaque. Mais quand même, du coup, on se demande, sans les cassettes, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc, c'est un enquêteur, enfin, un écrivain, qui se dit qu'il y a eu un crime dans une maison, un crime assez atroce dans une maison avec une gamine portée disparue. Il se rend sur place, achète la maison, s'installe avec sa famille pour mener son enquête. Et qu'est-ce qu'il comptait faire sans les vinyles, en fait? Sans les Super 8, sans les pellicules? On ne le devine jamais. À aucun moment on le voit aller enquêter auprès des voisins. À aucun moment on le voit essayer de rencontrer peut-être des amis de la famille, etc. À aucun moment on le voit aller interroger la police. Ethan Hawke passe une bonne partie du film dans la maison, dans son bureau, en train de visionner des films. Et donc, en fait, on ne comprend pas comment il travaille, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son approche habituelle? Parce que les pistes que je viens de donner là, j'imagine que c'est ça qu'il faut faire. Il faut mener une enquête. Mais non, il ne mène pas son enquête. D'ailleurs, quand il a vu la maison pour la première fois, parce qu'il l'a achetée, même ça, on se demande, mais comment ça a pu se passer, en fait? Donc, il sait qu'il y a eu le crime, il est venu faire du repérage. Mais il s'est dit, non, si je m'installe dans cette maison, j'aurai encore plus de matière. Mais ça ne tient pas debout, en fait. Quelle matière? Par rapport aux gens alentours? Mais on peut se dire qu'effectivement, il a dû avoir la maison pour pas cher, vu ce qui s'y est passé. Donc je pense que la maison devait être sur le marché et pas très cher. Ok, c'est une bonne affaire, mais il y a vraiment pas à faire quand même entre ça et je m'installe car je pourrais mieux écrire le livre une fois que je serai installé là-dedans. Enfin, ça tient pas vraiment debout. Et encore une fois, ça aurait de l'intérêt si effectivement on le voit mener une enquête de terrain et qu'on se rend compte qu'effectivement il fallait bien être là pour la mener. Mais si c'est juste pour visionner des vinyles qui ne pouvaient de toute façon pas savoir qu'il serait dans cette maison, hein, de toute façon. Donc c'est pas comme si ça pouvait être ça la justification pour son déménagement. Non, c'est Ethan Hawke s'installe, tombe sur les vinyles et passe une bonne partie du film à visionner les vinyles. J'arrête pas de dire vinyles, mais non, à visionner les Super 8 du coup. Donc voilà sa méthode de travail. Donc on ne comprend pas pourquoi. Donc Ethan Hawke effectivement tombe donc sur cette boîte. Donc après un bruit qu'il entend dans le grenier, il se rend dans le grenier et là il tombe sur une boîte remplie de ses cassettes. Il commence à les visionner et on se rend très vite compte du coup que chaque cassette correspond à l'exécution d'une famille en fait. Donc alors à chaque fois ça se veut un peu drôle. Par exemple il y a une cassette qui s'appelle donc c'est des cassettes, c'est des home movies quoi. C'est des cassettes et c'est toujours des Super 8. C'est ni des cassettes ni des vinyles. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire cassettes et vinyles, mais donc chaque Super 8 et en fait, un film familial, donc on voit notamment sur une des cassettes qui s'appelle par exemple Barbecue, on voit une famille en train de faire un barbecue et voilà, il y a quelqu'un qui filme, tout simplement, donc comme des souvenirs familiaux qu'on peut se faire en détente, voilà, tranquille. Il y en a un autre qui s'appelle Pool Party, donc voilà, il y a la famille qui s'amuse à la piscine et voilà, il y a papa qui filme. On sait pas si c'est le père qui filme, on sait jamais qui filme en vrai en fait, donc effectivement on devine sans doute que c'est le démon parce que les images, sur les images on voit souvent le père, la mère en pleine activité, mais on ne devine pas vraiment qui est en train de filmer dans cette partie fun du film. Donc on comprend pas trop. Donc voilà, chaque cassette, donc il y en a à peu près 5 je crois, chaque cassette a une partie un peu fun, familiale, famille qui fait des choses intéressantes, etc. Et ensuite, tout d'un coup, à chaque fois, tout d'un coup, l'image vrille en fait et on tombe dans la version horrible de la scène qu'on a eue juste avant. Et ça, j'ai trouvé ça assez bien fait. Donc, Ethan Hawke visionne tout ça dans son bureau de nuit, donc commence un peu à flipper, et ça monte au fur et à mesure, en fait. Donc, par exemple, quand il regarde la première cassette qui s'appelle Barbecue, on voit la famille en train de passer un bon moment, ils sont à côté d'une rivière, ils pêchent, à côté, ils ont installé de quoi faire un barbecue, ils passent un bon moment. Et là, bam, ça vrille, et on voit la famille attachée, cette même famille attachée, les membres de cette famille attachés dans un véhicule, et on y fout le feu en fait. Donc en fait il y a une partie démoniaque à chaque fois de l'activité sympathique qu'il y a vu au début, de l'activité sympa, machin, mignonne, en famille. On voit l'équivalent, comme dans un miroir maléfique, en fait on voit l'équivalent du barbecue mais démoniaque quoi. Pareil, la pool party c'est la même chose, on voit donc la famille en train de s'amuser à la piscine, en train de passer du bon moment. Dans l'image d'après, mais toujours sur la même pellicule, tout d'un coup l'image vrille et on voit cette famille qui va donc attachée sur des transats et qui va être tirée dans l'eau, dans la piscine et noyée en fait. Il y en a une autre donc donc c'est assez drôle, Hanging Out, il y a Hanging Out aussi qui est justement la cassette qui concerne Ethan Hawke dans la maison dans laquelle il s'est installé. Hanging Out du coup qui veut dire traîner ensemble mais plus dans le sens viens on traîne ensemble, mais hanging veut aussi dire en anglais du coup pendre du coup. Donc c'est pour ça que il y a toujours un petit jeu de mots, donc le démon est assez il est assez marrant hein. Il a un peu d'humour quand même, faut le reconnaître. Donc il dit la famille qui traîne ensemble, donc on voit la famille qui s'amuse dans le jardin. Et c'est un peu mal fait parce qu'on sent vraiment qu'ils essaient de s'occuper comme ils peuvent, ils essaient de jouer à la famille, mais c'est très bizarre. Le père il passe la balle au fils, la fille elle sait pas quoi faire dans un coin, la mère on sait pas ce qu'elle fout. Et voilà, donc on voit une des gamines justement qui est sur une balançoire, donc la caméra se fixe un moment sur la balançoire et ensuite dans la scène d'après on voit la famille pendue comme je l'ai décrit au début, c'est-à-dire avec une corde au cou, corde attachée, remontée sur une autre branche qui quand cette branche est coupée du coup en tombant avec son poids soulève la famille et la pend. Donc voilà, à chaque fois c'est un stratagème comme ça, c'est jamais une mort très simple quoi, c'est toujours une mort un peu Looney Tunes presque, avec enchaînement d'effets, d'éléments, etc.
etc. Enfin, pas toutes, mais celle-là, celle que je viens de décrire un peu. Et on en a une autre qui s'appelle, je crois, Bedtime, l'heure de la sieste. Donc, alors on n'a pas la version fun de l'histoire, on a juste la version finale où on voit la famille attachée chaque membre de la famille attaché dans son lit, et un couteau qui arrive et qui les égorge en un à un. Et au moment où le couteau arrive justement sur l'enfant de la famille, bah là, Ethan Hawke, ça y est, on sent d'ailleurs que ça le ronge tout ça. Hein. L'enquête prend vraiment son poids, pèse sur son état d'esprit, et on le voit boire de plus en plus pour essayer d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ces images-là, parce que ces images sont assez insupportables, elles sont assez dures quand même. Donc on parle quand même de famille en train de se faire trucider. Et donc pendant que tout ça se passe, il commence à se passer des petites choses un peu bizarres dans la maison. Alors, on a quelques petits jumpscares un peu faciles avec la fille qui cherche les toilettes et qui en profite pour avoir un petit moment avec son père où il lui dit papa je crois en toi, enfin tu vas écrire un super livre ou je sais plus quoi. Donc ça le remotive. Puis il y a un autre moment il tombe sur son fils qui et ils l'ont un peu annoncé à un moment comme quoi il serait somnambule. Il finit dans un carton. Enfin Ethan Hawke découvre un carton, entend bouger tout, entend un bruit, va voir bien sûr ce que c'est comme toujours dans ses films et il trouve un carton dans la cuisine qui bouge un peu et là bien sûr du carton son fils émerge en gueulant comme un porc, quoi, comme un criant, hurlant. Donc Ethan Hawke le prend, sort de la maison pour le calmer, et l'enfant arrive à se calmer, la mère est là aussi avec lui, elle s'est réveillée du coup, et là Ethan Hawke quand même, on sent à plusieurs reprises qu'il est sur le point de craquer, il est sur le point de lâcher l'affaire, quoi, parce que là ça commence trop fort en fait, et on se dit effectivement que c'est pas à ça qu'il est habitué. On peut comprendre que le personnage est assez réaliste là-dessus, dans la mesure où les enquêtes qu'il a dû mener jusqu'à là, ça devait être des choses assez chill quand même, il mène son enquête, il récupère beaucoup d'éléments, et ensuite il regroupe tout ça, il rédige, et voilà, il fait son livre. Là quand même, ça commence très mal, quoi. Très rapidement, il tombe sur des éléments que même la police n'a pas. Les vinyles qu'il visionne, la police ne les a pas. Donc, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? D'ailleurs, à un moment, il va pour appeler la police, mais et au moment où il va être mis en relation avec la police en question, il voit son ancien livre, là, et il se dit, bah non, si je communique cela à la police, bah, je perds ces éléments-là, et je perds l'exclusivité, et en fait, non, je ne peux pas faire ça, en fait. Ce livre est plus important que tout. Donc, il raccroche. Donc, il ne le fait pas. Mais on sent qu'à plusieurs moments, il est prêt à céder. Quand il voit, par exemple, le gamin qui se fait égorger sur une des pellicules, bah là, il reprend du whisky, il boit même la bouteille, je sais plus. Et on sent que ça commence à le peser. Et ce moment où son fils entre en crise, crie en sortant d'un carton, etc., bah là, il est dehors avec sa femme, il dit, il faut que je t'avoue un truc, il faut que je te dise un truc. Il est sur le point de craquer à chaque fois. Mais à chaque fois, il se rattrape. Et ça, c'est un aspect encore intéressant du personnage. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste insensible à tout ce qui lui arrive. Il n'est pas là juste pour avoir des jumpscares et des jumpscares et des jumpscares et ne pas évoluer, ne pas changer, justement. Il faut juste nous servir, en fait, d'exutoire, encore une fois, et on est juste là, en tant que spectateur, en se disant, oh putain, il a eu, flippant, mais sans vraiment avoir un personnage vraiment bien écrit, du coup, mais juste qui nous sert de tampon pour subir les peurs que nous, du coup, qu'on ressent à travers lui. Ce n'est pas ce qui se passe. Le personnage ici évolue avec ça. Et très rapidement, les cassettes ont un effet sur lui. Et ça marche bien. Même si sa méthode de travail n'est pas très plausible, mais dans ce contexte-là, c'est que le personnage devient, en visionnant ces films, c'est plausible. Ça nous renvoie un peu à nous-mêmes aussi. Il y a un côté voyeur un peu, et on est là, et on regarde, oh, c'est faux, mais on regarde quand même, hein, on regarde. Et donc voilà, Ethan Hawke, voilà comment il travaille. Au fur et à mesure, on sent que donc, enfin, on s'est dit déjà d'une part, donc c'est le démon qui laisse ces pistes-là, c'est normal, c'est sûr, parce que c'est pas normal, ça. Comment les pellicules de Super 8 ont pu finir là? Donc il se pose cette question. Et ensuite, il va y avoir encore une nouvelle scène, bruit dans le grenier, il va voir, nouvel indice. Et là, clairement, il commence à comprendre quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je pense qu'il se dit, c'est une personne qui fait ça, c'est peut-être le tueur qui le fait. Mais pourquoi il n'appelle pas la police à ce moment-là? Pourquoi il n'a pas plus peur que ça? Enfin, c'est pas compréhensible. S'il est sûr que, parce qu'il le dit, il dit pourquoi il a ramené les Super 8 en fait. Il se pose cette question, pourquoi l'assassin a ramené les Super 8? Parce qu'il est persuadé que c'est l'assassin qui les a ramenés. Vu qu'on y voit les scènes justement de crime en train d'être filmées. Il se pose cette question, mais ça veut dire donc que ce mec a eu accès à la maison après l'enquête, et lui ça ne l'inquiète pas. Donc ça, c'est quand même assez complexe. Ça ne lui fait pas plus peur que ça. Donc il y a encore une scène, comme je disais, donc avec bruit dans le grenier. Il y va, il mène son enquête et il tombe, je crois, sur le couvercle de la boîte justement qui a été oublié là-bas, je ne sais plus. Et il voit des dessins dedans. Et ces dessins, justement, c'est des dessins un peu enfantins, des scènes de meurtre qu'il a vues justement sur les cassettes et qui à chaque fois montrent les familles. Donc c'est vraiment dessiné comme dessin d'enfant qui montre les familles, qui illustre en fait la mise à mort de chacune des familles. Donc par exemple, on a la scène de pendaison, la scène de la voiture enflammée, on a la scène de la piscine, etc. Et à chaque fois, à côté, il y a un personnage qui s'appelle Boogeyman, qui est marqué à côté et qui est placé justement à côté de ces familles-là. Et ça va être un indice pour lui pour plus tard, pour repérer enfin, ça va être un des moments justement où il va commencer à retrouver ce démon dans toutes les cassettes. Il a déjà vu
vu le démon une première fois dans la cassette Pool Party, quand les autres sont noyés, et là tout d'un coup il le voit. Il le prend pour un humain bien sûr, il le prend pour un assassin, un homme quoi. Il le voit dans la piscine en fait. Mais malheureusement en manipulant assez mal le projecteur Super 8, il brûle cette image-là. Mais en trouvant maintenant ce nouvel indice, comme si le démon l'aidait à le trouver, comme si le démon voulait qu'il le trouve en fait. Dans ce nouvel indice-là avec les dessins d'enfants, on voit justement où se situe le démon par rapport à chaque scène de meurtre. Et du coup, en revisionnant du coup les pellicules et en se servant de ces dessins-là, il arrive à trouver dans chaque scène, et ça c'est assez drôle parce que ces scènes on les a vues au début nous aussi, mais à aucun moment on a repéré le démon. On voit que par exemple dans la scène de la pendaison, qu'il est juste dans le fourré en fait, dans le fond. Il est là debout, tranquille, il regarde la scène en fait, et on voit son masque blanc avec ses grands yeux un peu, enfin comme un déguisement métalleux un peu quoi. Et on voit qu'il était là depuis le début. Dans la scène où la famille est enfermée dans la voiture et mise à feu, et incendiée ensuite, on voit aussi qu'il était dans le reflet du miroir. On le voit un peu partout. Et donc on se dit mais attends, mais donc le démon voulait qu'il le trouve encore une fois, et on sent que ces images là qu'il est en train de regarder ne sont pas que des images aussi. Les images des captures d'écran qu'il fait, parce que dès qu'il voit un indice, du coup il imprime cet indice, il le met sur une sorte de mur, parce que pour mener son enquête, il a un mur un peu comme ces clichés là, des murs du FBI ou tout ça, où on a des éléments un peu partout, des fils qui relient tel élément. Donc ces images qu'il imprime, dans ces images là, le démon commence à s'agiter un peu. Donc on a une scène où on voit bien que son regard bouge un peu, sa tête se tourne un peu pour observer, pour revenir dans une posture normale. Donc on se dit que tout ça commence un peu à se resserrer. Et ça aussi, ça nous fait poser une autre question du coup. Alors on a le moment où justement j'ai vu ces dessins là sur les boîtes, dessins un peu enfantins qui montrent un peu les scènes de mort, les scènes de mise à mort en fait, orchestrées par Bughuul. On va l'appeler Bughuul, je crois, il s'appelle Bughuul, ce démon là. Je me suis dit mais c'est la gamine, parce qu'on n'arrête pas de faire justement les clins d'œil et de revenir sur le fait que la gamine adore dessiner. Donc on a beaucoup de scènes là-dessus où la gamine a encore dessiné dans sa chambre, a fait des superbes dessins, machin. Et je me suis dit mais c'est elle ou pas? Mais là c'était encore un peu trop tôt, elle était pas encore, il y avait pas encore eu de possession des enfants, même s'il y avait eu des scènes un peu bizarres, il y avait pas encore eu de possession des enfants, donc il y avait pas de raison que ce soit elle. Mais ça m'amène à me poser la question quand même que veut ce démon en fait, parce qu'à la fin du film on va comprendre que c'est les enfants qu'il voulait, on comprend à peu près ce que c'est comme entité à la fin. Surtout que justement dans une des cassettes, Ethan Hawke va découvrir un symbole un peu maléfique, satanique, bref, qu'il va faire analyser. On va découvrir du coup que c'est un truc, on va découvrir donc il va remonter une certaine mythologie babylonienne où ce démon est décrit comme étant le mangeur des enfants, possesseur des enfants, etc. Et on comprend donc que c'est les enfants qui l'intéressent. Mais du coup en comprenant cela, on se demande mais pourquoi il prend autant de temps à travailler Ethan Hawke en fait, à travailler le père. À aucun moment le père ne l'intéresse. Parce que là, il est en train littéralement d'obséder le père de plus en plus, d'obséder Ethan Hawke de plus en plus, de le ferrer de plus en plus à cette histoire, en lui donnant juste ce qu'il faut, juste assez d'indices pour qu'il continue à poursuivre cette histoire. Enfin, le premier indice est quand même assez gros avec les bobines de Super 8, c'est quand même assez gros. Mais ensuite, petit à petit, c'est des petites pistes comme ça, il commence de plus en plus à la hanter, mais à hanter surtout le père, en fait. Alors que ce n'est pas du tout le père qui l'intéresse, ce sont les enfants. Donc ça aurait été plus logique qu'il travaille les enfants. Parce que si on compare, par exemple, avec le film It, de Stephen King par exemple, ce personnage là, le clown justement, ce clown a une apparence qui est censée attirer les enfants, les amuser, pour que petit à petit il les mette dans son piège. Enfin, c'est pas aussi simple que ça bien sûr, il les attire dans un premier temps puis ensuite il les fait peur, et ce qu'il aime bien c'est justement consommer ces enfants une fois qu'ils ont eu peur à point, on va dire. Hein, c'est vraiment ce travail là qu'il fait sur eux dans It quoi. Ici dans ce film, Bughuul à aucun moment on ne voit le travail de Bughuul sur les enfants. Et donc dans Sinister 2 ce sera un peu mieux fait. Dans Sinister 2 on verra bien que il va principalement travailler les enfants en fait. Il va principalement se focaliser sur les enfants et les adultes vont juste se méfier de quelque chose mais ne vont pas pouvoir mettre le doigt dessus. C'est ça qui va se passer, c'est quand même plus cohérent. Ce sont les enfants qui l'intéressent. Et ça aurait été très intéressant de voir comment une entité démoniaque finit par posséder des enfants. Déjà que les enfants c'est creepy déjà très rapidement. Mais là on le voit pas. C'est juste grâce aux images, il peut posséder les enfants. Donc ça suffit juste pour qu'un enfant est possédé à partir du moment où il commence à consulter des images avec Bughuul dessus quoi. Donc ça fait un peu léger, alors qu'on voit quand même qu'il se fait vraiment chier avec le père pour l'amener petit à petit justement à être possédé par cette histoire. Alors qu'il était déjà en plus, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter, donc là c'est encore moins intéressant du coup. C'est-à-dire que le démon s'en prend au personnage qui a le moins besoin d'être possédé. Il est déjà complètement possédé par l'histoire, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter des caisses en fait. Donc voilà, mais bon, vu que c'est Ethan Hawke, il fallait qu'il tienne bien sur toute la lumière du film, donc il joue mieux que les enfants sans doute, c'est aussi pour ça, pour rendre l'histoire plus intéressante, parce que si tout tournait autour de l'enfant et des enfants et du démon, peut-être qu'on serait moins attaché à l'histoire. Si tu mets un mec comme Ethan Hawke dans ton film, ouais, c'est pour l'utiliser sans doute, mais c'est peut-être aussi
aussi là qu'il n'aurait pas fallu prendre Ethan Hawke, justement. Mais donc voilà, d'où cette dynamique-là, c'est là que ça fait un peu dans la mesure où le démon face à Ethan Hawke est moins intéressant que démon sur enfant, Ethan Hawke sur l'histoire du démon d'abord, puis tout d'un coup se rendre compte que c'est sur les enfants qu'il aurait dû et qu'il devrait se focaliser. Parce qu'il se passe quelque chose, et là ça aurait été encore plus intéressant en plus, parce que Ethan Hawke, ce que sa femme lui reproche principalement, c'est d'oublier ses enfants, c'est de ne pas les voir en fait. C'est de tellement focaliser sur ces histoires qu'il oublie de les voir grandir. Donc si pendant tout le temps qu'il mène son enquête, il ne se rend pas compte que tout est en train de se passer sous ses yeux et qu'en fait, que ceux chez qui en fait cette histoire a le plus d'emprise à ce moment-là, ce sont ses propres enfants qui ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, qu'il faut les amener à l'hosto vite fait, mais lui se dit oh bah ça va, c'est juste là, enfin c'est juste un mal de ventre ou etc. et que lui minimise complètement cela et rate complètement l'histoire. C'est ça qui aurait été génial, c'est qu'il rate complètement l'histoire à force d'avoir voulu couvrir l'histoire, parce que l'histoire ça aurait été ses enfants, mais qu'il est tellement obsédé par cette histoire qu'il oublie d'observer ses enfants et qu'en menant l'enquête, il rate l'enquête principale et qu'à la fin, bah, qu'il n'ait peut-être même pas compris en fait, qu'il est complètement passé à côté, qu'il soit complètement passé à côté et qu'il meurt peut-être en réalisant qu'il est passé à côté. Ça aurait été un super, une bien meilleure façon d'organiser la dynamique entre les personnages, vu comment on les établit, vu ce qu'on dit qu'ils sont dès le départ. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais non, à la place, on a une sorte comme ça de va-et-vient entre le démon et le père, et on vit les peurs à travers le père. Alors que la peur à travers les enfants aurait, encore une fois, été beaucoup plus intéressante. Voir d'ailleurs la non-peur chez les enfants, qui croient avoir là un ami peut-être, etc. Mais bon, c'est vrai que ça m'a toujours fait chier ça, les enfants avec un ami imaginaire qui justement se trouve être démoniaque, comme dans la série des Paranormal Activity, parce que tu te dis, mais attends, à un moment donné, enfin, arrête quoi, tu vois pas que c'est un démon là, enfin, où l'enfant n'en parle jamais, c'est toujours secret, comme par hasard, l'enfant a 14 ans, mais il a un ami imaginaire qui lui parle vraiment, mais pour lui tout est normal, enfin, c'est toujours un peu extrême, mais il y avait peut-être quelque chose à faire là-dedans, si on réfléchit un peu, il y avait quand même quelque chose à faire là-dedans, entre le démon qui s'intéresse aux enfants, et qui n'est pas du tout, attirant pour des enfants, je trouve, qui n'est pas du tout rassurant pour des enfants, mais quand même qui arrive à les leurrer, à les amener dans son jeu petit à petit. Il y avait quelque chose à faire. À la place, bah, on a ce rapport entre Ethan Hawke et Bughuul, donc. Et c'est qu'il y a une erreur de la part du film. Je pense, j'en suis persuadé. Donc bref, Ethan Hawke continue cette enquête. Donc il en est dans cette étape-là où justement il a consulté les films, il se rend compte que, attention, les titres des films ont un rapport avec les scènes déjà, et les scènes, bah, c'est des familles du coup qui se font massacrer. Il s'est dit, mais c'est les mêmes tueurs, ça se trouve tout ça. Donc il arrive à avoir l'aide de l'adjoint du shérif justement, qui est un fan d'Ethan Hawke, qui est un fan de l'écrivain, et qui a le livre en sa possession, qui veut d'ailleurs un autographe à un moment donné, et qui vient parce qu'Ethan Hawke, au moment où il découvre l'indice du carton sur lequel il y avait les dessins d'enfants qui lui indiquent où est le monstre, le démon, dans chacune des scènes des pellicules, à ce moment-là, bah, du coup, je crois qu'il s'écroule. En fait, au moment où il se déplace dans le grenier avec cette preuve à la main, passe à travers le grenier, en fait. Il manque de se casser la gueule, en fait. Il arrive heureusement à s'en sortir, et avec juste une patte cassée, je sais pas. Il arrive à s'en sortir, bah, c'est là que la police vient, justement, et c'est là qu'il rencontre cet l'adjoint du shérif, et c'est là qu'il commence à le mettre dans l'enquête, parce qu'il a des éléments dont il a besoin qu'il ne peut pas avoir par lui-même, en fait. Donc, par contre, l'adjoint du shérif peut. Par exemple, les scènes de meurtre qu'il voit, bah, il ne sait pas qui sont ses familles, en fait. Les autres familles. Autant il connaît la famille de la pendaison, mais par exemple, il ne sait pas quelles sont les autres familles. Donc ça, par exemple, le député va pouvoir les lui trouver. Et c'est là aussi que le député va être un peu au courant de l'affaire, justement, petit à petit, parce que le député va résoudre, en fait, une énigme. Il va lui donner, donc, il va réussir à trouver ses familles, à trouver, du coup, leur adresse, où est-ce qu'ils ont été, comment ces meurtres ont été faits, etc., machin, que justement, qu'à chaque fois dans ces meurtres, bah, il y a eu un enfant qui a manqué, et qu'en plus, les adresses commencent à correspondre un peu. Donc ça, c'est la résolution qui arrive à la fin. Mais Ethan Hawke comprend très vite que, bah, tiens, c'est marrant, ces gens-là ont habité tous on peut habiter dans les mêmes maisons. Donc il y a quelque chose à voir aussi avec les maisons. Donc par exemple, que telle famille qui est morte, bah, habitait avant chez l'autre famille, juste avant qu'elle ne soit morte, etc. Enfin bref. Donc il y a comme ça un jeu comme ça de pistes avec les maisons où les gens ont habité avant de déménager. Donc déjà, il commence à s'approcher un peu du profil même des meurtres. Il commence un peu à comprendre qu'il y a un fil directeur malgré tout, même s'il y avait apparemment aucun lien entre les familles. Il y a quand même un lien qui est celui de l'habitation. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui a à faire avec l'habitation. Le rapport d'ailleurs avec ce détective-là m'a bien plu parce que autant il paraît un peu neuneux au début, mais très rapidement on comprend qu'il est moins con que ça quand même. Mais au début, bah voilà, il ne comprend pas trop ce qui se passe dans la maison de Ethan Hawke. Ethan Hawke d'ailleurs l'appelle parce qu'au début, dans le grenier, Ethan Hawke trouve un scorpion, un serpent. À aucun moment ce n'est précisé et ce sont ces éléments-là qui amènent un peu son attention par rapport à la boîte, au couvercle, etc. Mais on ne voit à aucun moment le rapport avec le démon, à aucun moment le rapport avec le démon n'est expliqué. On nous dit pas on nous dit pas par exemple que cette entité est souvent représentée par un scorpion, par des serpents, etc. Et là ça ferait sens. Non, c'est juste qu'à un moment il y a un serpent, et à un autre moment il y a un scorpion. On ne sait pas pourquoi.
Voilà, mais dans tous les cas, l'enquête du coup s'appuiera à partir de ce moment-là sur justement les éléments que le détective l'adjoint du shérif va pouvoir trouver pour les ramener dans l'histoire, chose que Ethan Hawke ne peut pas faire de toute façon vu qu'il reste que chez lui du coup. Donc ça permet d'amener des éléments extérieurs qu'on n'a pas besoin de montrer du coup parce que l'autre mène une enquête en externe. Et ça c'est pas mal. Alors par contre, ce qui ne va pas être évident à comprendre pour aussi pareil un autre des traits du démon qui est moins simple à comprendre, c'est quel est le rapport avec les maisons. Pourquoi il s'attache aux maisons et non pas aux enfants. Le fil conducteur qui est donc une suite de maisons donc dans laquelle on va habiter, trouver des éléments du démon justement et à force de les observer se faire posséder, on a du mal à comprendre pourquoi des maisons, pourquoi pas des enfants. Il possède les enfants bien entendu, mais ce ne sont pas les enfants, le fil conducteur, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas, par exemple, que tel enfant a laissé tel élément qui a été récupéré par un autre enfant, etc. Voilà, bref, ce ne sont pas les enfants, ils n'ont pas trouvé un fil conducteur entre les enfants, dont le fil conducteur, ce sont les maisons. Ce qui veut dire qu'en fait, dès le départ, si Ethan Hawke n'avait pas emménagé dans cette maison, rien de tout ce qui va lui arriver, rien de tout ce qui va arriver à sa famille ne serait arrivé. Ce qui est un peu faible aussi, parce que du coup, son aménagement est très forcé, et on s'est dit, en fait, il a emménagé juste pour que le film puisse avoir lieu, en fait. Vu que le fil conducteur, ce sont les maisons, s'il n'avait pas emménagé, en fait, il aurait été peut-être témoin d'un nouveau drame, mais pas acteur dans ce drame-là, peut-être. Donc, ils l'ont fait déménager juste pour que l'histoire puisse le concerner. Du coup, c'est une écriture un peu forcée, du coup. Il faut qu'il aménage dans cette maison, comme ça, la malédiction peut s'abattre sur lui, et après, l'histoire commence. C'est un peu faible. Ça aurait été plus intéressant, ça avait été les enfants. On trouve une façon de le faire. Peut-être des enfants très sensibles, justement, aux expressions de ce démon, justement. Vu qu'il vit dans les images et qu'on est dans un monde internet, ça n'aurait pas été bien difficile d'expliquer comment les enfants auraient pu tomber sur les images du démon et être possédés par lui, etc., au fur et à mesure, puis ensuite des actions qui auraient pu s'en suivre, etc. Voilà. Je pense qu'il y avait des pistes. Il y avait des pistes beaucoup plus intéressantes que juste que, non, il faut pas, voilà, attention, telle maison, vu qu'il a déjà habité dans telle maison, il ne faut surtout pas habiter dans cette maison-là. Sinon, la malédiction s'abat. Je trouvais ça un peu faible. Alors, il est clair qu'à partir de là, une fois que tout ça a été établi, c'est établi assez rapidement, quand même, tous ces éléments-là, une fois qu'on comprend que, tiens, le démon, voilà ce qu'il veut les enfants, etc. D'ailleurs, le film, encore une fois, manque un peu de finesse et explique et réexplique et réinsiste sur les mêmes choses pour que je sois sûr qu'on ait compris. Et notamment, il y a un moment où le flic vient voir l'adjoint du shérif, revient voir l'auteur avec des éléments supplémentaires pour l'enquête, mais finalement c'est un peu pour dire la même chose, non mais quoi, vous croyez que c'est le même assassin parce que pareil, le flic n'étant pas si con que ça, finit par comprendre qu'il y a un lien avec tous ces crimes, car comme par hasard c'est toujours une famille qui est tuée, et comme par hasard il y a toujours un enfant qui manque. Donc ils arrivent quand même à mettre le doigt sur le fait qu'il y a quelque chose d'occulte là qui se passe, d'autant plus qu'il y a un sigle qu'ils commencent à reconnaître qui apparaît un peu sur toutes les scènes du crime. Et donc, ce qui les mène à un universitaire un peu qui est spécialisé en la matière, dans le culte, et qui explique du coup qui est Bougoul, le dévoreur d'enfants, qui a besoin d'enfants pour survivre, et que justement dans les histoires de Bougoul, il y a toujours une histoire différente, originale à chaque fois, qui montre du coup le démon à l'œuvre et comment il s'y prend pour attirer les enfants depuis le monde réel justement vers ce monde du coup, dans son monde à lui. Et je me suis dit mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu ces histoires-là, car comme je disais justement, je pense que c'est ce point-là que le film a raté. Ce qui est intéressant, c'est comment la manipulation des enfants se fait. Et pas comment l'auteur est possédé en fait, vu qu'il l'est déjà, comme j'ai déjà dit. Donc ça, le film l'a vraiment raté, et donc justement cet universitaire-là, il fait un clin d'œil, mais c'est dommage en fait, on reste sur notre fin. Comment ce démon manipule les gosses? Comment il manipule les enfants? Où cet élément manque finalement. Arrive donc effectivement la scène la plus flippante du film, en fait, c'est une scène où donc le démon commence à être de plus en plus présent, de plus en plus peut-être puissant du coup, et ses effets commencent à être de plus en plus évidents pour nous, mais aussi pour l'auteur. Notamment, il y a un moment donné où à nouveau il va pour regarder les images qu'il a encore imprimées, il s'est fait réveiller en pleine nuit car la caméra Super 8 s'est mise en marche, il ne comprend pas comment, mais en même temps il avait laissé le bureau ouvert, donc il arrête la caméra, il imprime à nouveau le visage du monstre, qu'il essaie de regarder à travers la fenêtre au clair de lune, et rapidement en fait, comme par hasard, il superpose l'image, un peu comme un truc de réalité augmentée, il superpose l'image qu'il vient d'imprimer du buisson où était apparu le monstre au moment de la pendaison, pour être sûr que c'est la même image, c'est le même cadre, c'est le même buisson, etc. Mais à ce moment-là, quand il enlève l'image qu'il a imprimée, le démon apparaît de l'autre côté. Et là, il a donc jumpscare, donc gros bruit, hop, il sursaute, le démon n'est plus là. Et donc là, il y a aucun doute en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme si ça aurait pu être mieux fait. C'est-à-dire qu'il croit le voir, mais en fait non, c'est une illusion, mais il y a quand même quelque chose là-bas. Mais ce n'est pas le démon, mais il a cru voir le démon. Et ça marche mieux. On se dit, ah d'accord, mon imagination m'a joué des tours. J'ai vu quelque chose qui n'y était pas, mais qui y est quand même. Non, là, vraiment, il voit l'image, le masque du démon, avec son costume et tout, et
quand il cligne des yeux, quand il se frotte les yeux, qu'il rouvre les yeux, il n'y a plus rien. Donc il y avait quelque chose là-bas, c'est pas un rêve. Après peut-être qu'il s'est dit que c'est une illusion optique, hein, enfin persistance rétinienne, mais quoi, toujours est-il qu'il prend une batte de baseball et qu'il va dehors pour régler cette affaire, quoi. Donc on parle bien, parce que lui ce qu'il croit, c'est qu'on parle là d'un assassin qui s'en prend souvent aux familles, qui l'exécute de manière assez gore, en laissant toujours un enfant survivre, enfin à survivre, qu'il enlève en tout cas, et lui se dit, ce personnage est là, dehors dans mon jardin, j'y vais avec une batte de baseball, donc là ça devient ridicule en fait. On se dit que le personnage ne prend pas du tout la mesure de la chose, certes il n'est pas censé savoir qu'il s'agit là d'un démon, tel que le film le présente en tout cas, il n'est pas censé le savoir, mais même s'il continue à croire qu'il a affaire juste à un assassin lambda, enfin pas lambda du coup, un assassin ritualistique, pas un tueur en série enfin si, tueur en série, mais ritualistique aussi, c'est-à-dire qu'il tue toujours des familles de manière très orchestré, très organisé, avec tout un spectacle derrière dont il a besoin. Apparemment, on comprendra ensuite que le démon a besoin du spectacle, justement. C'est comme ça qu'il kiffe, quoi. Même avec ça, à quel moment il prend une batte de baseball en se disant, je vais aller régler l'affaire. Pas un gun, non, une batte de baseball. Et il n'appelle pas la police, il a sa famille qui dort derrière. Donc un peu ridicule. Et là, il sort, et effectivement, ce qu'il va trouver, c'est encore son enfant dans les fourrés. Le gamin, justement, le gamin somnambule. Et là, pareil, dans les fourrés, c'est n'importe quoi. Donc là, il le prend, il le ramène à la maison. Et là, la mère commence à en avoir marre. Elle se réveille aussi, enfin pas marre, mais elle commence à avoir peur. Elle dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas normal ça, là ça commence à être extrême. Enfin, ce qui est là, elle donne peut-être une piste de comment la possession des enfants se fait, peut-être. Parce que ce qu'elle dit, c'est ce que l'affaire sur laquelle tu es là, en parlant au mari, l'affaire sur laquelle tu es là te possède de plus en plus, ça se voit que ça te met dans un sale état alors qu'on vient de commencer, tu viens de commencer. Alors autant le livre que tu avais écrit il y a 10 ans, vers la fin, tu étais dans cet état-là, alcool, enfin à boire tout le temps, à être, voilà, à se mettre cher, quoi. Mais là, tu l'es déjà, alors que ça fait même pas une semaine. Et à travers toi, ça atteint nos enfants. Et ça, c'est une piste intéressante, en fait, que là, le démon ait choisi de passer par le père pour atteindre les enfants, peut-être, ça aurait pu être... Mais on ne voit pas, ça ne va pas plus loin que ça. Et d'autant plus que là, on parle du jeune garçon, alors que très vite, on va comprendre que ce n'est pas le garçon qui visite, mais la jeune fille. Et à aucun moment, on a vu le rapport entre la fille et le père qui aurait pu justifier, justement, que ce qui là préoccupe le père, le préoccupe le plus, le hante, là, justement, cette affaire, passe à travers lui pour atteindre sa fille de manière indirecte. Et pourtant, il y avait aussi eu des pistes pour cela qui auraient pu être exploitées. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent que la fille se fait du souci pour son papa. Et il lui dit, moi aussi j'aimerais être comme toi plus tard, je veux être connue comme artiste, comme dessinatrice, du coup, comme toi, t'es connue en tant qu'écrivain. Et ça aurait pu être pas mal, justement, qu'elle essaie d'aider son père, qu'on voit qu'elle aussi veut mener son enquête, faire des dessins du truc, etc. Et à travers le dessin, justement, être possédée. Ah, pourquoi pas? Ça aurait pu être ça la piste. Mais non, pareil, encore une fois, c'est des perches qui ne sont pas du tout saisies par le film. Donc à aucun moment, encore une fois, on ne comprend d'où vient la possession des enfants. On ne voit pas. On ne la voit pas venir, elle tombe, elle arrive comme un twist, quoi. Sauf que le twist est mort. Enfin, n'importe qui, normalement, en regardant ce film, à ce moment-là, a déjà compris que ce sont les enfants les cibles, quoi. Donc il ne s'agissait pas du tout de Stephen Hawking, en fait. À aucun moment. Donc bref, là, dans cette scène-là, même quand il va chercher son fils, il retourne dehors pour récupérer sa batte de baseball, justement. Et en fait, là, on a nos premières apparitions des enfants. Des enfants, on comprend tout de suite les enfants disparus, des 5 familles, là, donc ils sont tous derrière lui. Ils ont quand même une consistance un peu réelle, on dirait pas non plus des spectres, mais lui ne les voit pas. Il ne peut pas les voir. Il y a aussi une scène avec un chien, là, un gros chien, donc après le serpent, le scorpion, maintenant il y a un gros chien. Je sais pas où ils ont voulu aller avec ça, avec ces animaux-là. Donc le gros chien, c'est quoi? Le Bye Bye Man, avec le gros chien qui arrive. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu de tous les folklores, là, pour faire n'importe quoi, mais on ne voit pas quel est le rapport, en fait, avec Bougoul, là. Bref, il ne voit pas les gosses, mais le jour d'après, la nuit d'après en tout cas, il va se repasser la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu l'appel téléphonique du spécialiste en occulte en la matière, qui le prévient que là, attention, cette déité, ce démon est un démon babylonien, mais très obscur, qui était censé vivre dans les images... présent dans les images, du coup, vivre dans les images de lui, en fait, et or, il se trouve que le père en a imprimé des images. Images qui auraient pu être vues par la fille qui essaie de les dessiner, enfin bref, c'est pas ça qui va se passer, c'est pas comme ça, en tout cas, qu'on va l'avoir être confronté à ces images-là une première fois. Donc, une fois qu'il a vu tout ça, deuxième scène, il va y avoir encore la même scène où cette fois-ci, il ferme son bureau, range tout, mais en pleine nuit, encore une fois, il entend à nouveau le projecteur qui marche, il revient voir, et il y a un des films qui est en train d'être projeté. Et il ne voit personne dans la pièce, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, quand même, autant la première fois, déjà la première fois qu'il se réveille en pleine nuit, qu'il voit que le projecteur fonctionne, il faudrait au moins qu'il mette son enquête, qu'il demande à sa femme au réveil, qu'il demande aux enfants qui a allumé le projecteur, etc. Enfin, c'est pas normal, en fait. Bon, ok, il passe, il l'oublie, il calcule pas, d'accord, je veux bien. Mais quand ça arrive la deuxième fois, à quel moment il ignore la situation? À quel moment, en fait? Il a fermé son bureau, rangé le projo, tout fermé, et là, il retombe sur le projo qui fonctionne. En pleine nuit, avec personne dans son bureau. Et il reprend sa batte de baseball et mène son enquête dans l'appartement. Mais on est d'accord qu'il croit avoir affaire à un assassin, à un tueur en série ritualistique. Enfin,
à quel moment t'appelles la police, en fait, avec tes enfants qui dorment dans la maison? Donc c'est là, le personnage devient débile. Donc autant au début, il était manipulateur, fourbe, menteur, mais là, il devient con, en fait. Il devient, avec sa batte de baseball, ça devient ridicule. Donc il veut aussi résoudre l'affaire et arrêter on ne comprend pas pourquoi il fait ça. On ne comprend pas. Le seul moment où la police intervient chez lui maintenant, c'est avec le député, l'adjoint du député, qui finalement lui ramène des éléments complémentaires de l'enquête. Mais à aucun moment on ne voit la police arriver parce que tout d'un coup il a peur là vraiment, et là vraiment il fait appel à la police pour avoir de l'aide en fait. Il y a quelqu'un chez moi, quelque chose se passe, venez m'aider. Non, mais voilà, mais à cette occasion-là, on va avoir une des meilleures scènes du film où en fait il est avec sa batte de baseball, mène son enquête et les enfants en question jouent autour de lui, mais lui ne les voit pas. Après ils ne sont jamais pile face à lui, ils sont toujours un peu sur le côté en train de s'amuser, mais on sent bien qu'il entend les bruits un peu de leur pas, mais il ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, il ne voit personne. Il continue à se promener comme ça dans l'appartement avec les enfants qui apparaissent, avec un peu de jumpscare un peu abusé, c'est dommage, ça aurait pu très bien tenir sans, mais on les voit apparaître, tout d'un coup, il y a la tête de la gamine juste à côté de lui, juste à côté de son visage, et lui ne la voit pas. Puis à un autre moment, il y a un gamin qui court derrière lui, qui s'arrête juste à temps, puis qui se tourne un peu. Enfin, c'est intéressant de voir une sorte de chorégraphie comme une sorte de danse à deux, sauf que lui ne se rend jamais compte que, voilà, il y a ces petites figures qui sont autour de lui. Il y a un moment où il s'en est un peu rendu compte, c'était avec son portable, quand il est tombé à travers le grenier. Là, son portable qu'il tenait a filmé, par accident, les mains des enfants qu'il tire vers le bas, les spectres. Et là, pour le coup, ses mains sont vraiment spectrales. Donc même là, cette image-là, non, il ne l'a pas imprimée, il n'a pas essayé de s'expliquer ce que c'est. Au moins flipper un moment, quoi. Enfin, à quel moment ce personnage, même si ses réactions ne sont pas non plus complètement, il n'est pas complètement indifférent à tout ce qui se passe. Hein. On voit vraiment que ça commence à le travailler, il commence à être à l'extrême. D'ailleurs, au début, les doutes de sa femme, il les prend assez positivement, il la calme relativement bien, il lui dit, écoute, t'inquiète pas, je vais tout donner, ça va marcher, oui, je comprends tes craintes, etc. Il est dans la compréhension. Là, on voit qu'elle commence à l'agacer, quoi. Quand elle commence à lui poser des questions par rapport, mais qu'est-ce qui va pas, pourquoi t'es comme ça, etc. Là, il est à bout, il peut plus parler, il n'est plus le même. Donc on sent donc un changement sur le personnage qui devient de plus en plus, il est sur les nerfs, il est à bout. Il commence à être à bout. Donc voilà. Donc ils investissent beaucoup sur cette scène et cette scène se conclut avec du coup donc ces fantômes d'enfants qui courent partout. Mais encore une fois, je dis fantômes, ils ne sont pas spectrales. On voit qu'ils sont morts, ils sont tout pâles, ils sont un peu décomposés sur les côtés légèrement, mais on sait donc qu'ils sont morts, mais ils n'ont pas un aspect spectral non plus de fantômes. Mais ça reste des fantômes. Et à la fin de cette scène, justement, donc il va vérifier dans toutes les chambres si tout va bien, il va voir sa chambre avec sa femme, elle va bien, elle dort, son fils dort, sa fille dort, et c'est là qu'on a la première révélation, justement, de l'influence sur les enfants, car on voit que la fille a dessiné au pied de son lit la scène de pendaison, et qu'en fait, donc le père ouvre la chambre, croit que la gamine dort, referme et repart, mais du coup la caméra nous amène sur l'enfant, et l'enfant est en train, tout simplement, en fait, elle ne dort pas en réalité, elle est en train d'observer donc en face, dans le coin de la chambre, en face du lit. Donc, du coup, le père ne pouvait pas le voir, vu qu'il était, lui, il voyait son dos. Elle a les yeux grands ouverts, elle est en train d'observer une des filles mortes, du coup. Alors, je sais pas si c'est la fille qui est disparue après la famille de la pendaison, justement. Je ne sais pas si c'est cette fille-là, mais je pense que ce serait logique que ce soit elle, car il a dessiné juste à côté, justement, la scène de la pendaison. Donc, la gamine de l'auteur a déjà commencé à dessiner des scènes macabres, maintenant. Scènes macabres qu'on ne s'explique pas en fait à quel moment ses parents n'ont pas vu ces scènes. C'est dessiné sur le mur, c'est pas virtuel, fantomatique, etc. C'est pas la gamine fantôme qui l'a dessiné. Non, c'est elle a dessiné. En plus, c'est génial, elle n'a pas dessiné que ça. Elle a dessiné donc la scène de pendaison. Il y a la photo. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est la photo du coup du monstre que le père a imprimé. Et il y a la petite gamine fantôme morte dans le coin qui la regarde. Donc tous les deux qui l'observent. Et donc, en fait, on se dit que, ok, c'est elle qui va être possédée, en fait. C'est avec elle que la possession va se jouer. Donc, on sent que, justement, peut-être qu'elle est partie dans le bureau ou comment l'image s'est retrouvée là, on ne sait pas. Quelqu'un a été ramené l'image que le père avait imprimée, l'a mise dans sa chambre. Et là, le démon, maintenant, est carrément capable de la voir, de communiquer peut-être avec elle et de commencer à faire son travail de possession. C'est ce qui est un peu faible. On peut se dire aussi, c'est peut-être la gamine fantôme qui a ramené cette image, mais ce qui est un peu faible. Et c'est vrai que dans le 2, justement, ils vont travailler beaucoup sur ce rapport-là. En fait, ce sont les enfants qui ont été possédés et dévorés par le démon qui lui servent, qui sont un peu les éléments qui vont lui permettre d'aller attirer d'autres enfants. Il envoie à la quête de d'autres enfants les enfants qu'il a déjà dévorés, donc il possède complètement. Et c'est ces enfants-là qui vont aller s'adresser aux autres enfants et les amener dans son piège. Et ça, c'est malin. Ça, c'est une bonne démarche du 2, justement, qui a su au moins mettre le phénomène de possession, le faire évoluer autour des enfants et non pas autour des adultes. Différemment autour des adultes ont une autre possession, on va dire, qui est en place. Et ça, c'est
très intéressant de la part des deux films, et ça ils l'ont gardé, c'est-à-dire cet effet miroir où les adultes sont eux aussi, même s'ils sont insensibles, on va dire, aux démarches du démon, si le démon ne s'intéresse pas du tout à eux, c'est peut-être parce qu'ils sont déjà possédés, du coup. Et ils ont tous un peu leur possession, ils ont leur hantise, un passé qui vient les hanter, etc. Tout ça, ils ont leur démon, en fait, ils ont déjà leur démon. Et du coup, les enfants qui sont censés être purs dans ces films, les enfants sont la cible d'un démon qui lui cherche les enfants à posséder. Donc ça marche assez bien. Et le deuxième film l'a un peu mieux fait, vu que le simple élément que le démon utilise, vu qu'il a déjà des enfants à sa possession, il utilise l'âme de ces enfants-là pour aller attirer et attraper d'autres enfants. Et ça, ma foi, je trouve ça assez bien fait. Donc on comprend que ça y est, l'histoire commence à se refermer un peu, tous les éléments commencent à se mettre en place, on commence à comprendre le process un peu du démon. Nous, on en sait bien sûr beaucoup plus que l'auteur ou le professeur ou l'adjoint du shérif réunis. Enfin, je veux dire que du coup, que nous, en tant que spectateurs, on en sait un peu plus que l'auteur, on en sait un peu plus que l'adjoint du shérif, on en sait aussi un peu plus que l'universitaire, mais c'est vrai qu'en réunissant ces trois éléments de tout ce qu'on sait d'eux, de tout ce qu'ils ont pu dire, en recoupant tout, on en sait beaucoup plus sur l'intrigue. On est un peu en avant sur l'intrigue. On a déjà compris que ce démon existe à travers des images, qu'il chope des enfants, qu'il les manipule, qu'il a réussi à droguer la famille. D'ailleurs, ça, ils en parlent à un moment, c'est l'auteur ou le détective qui en parle, je crois, ou l'adjoint de shérif qui en parle, je sais plus, qui dit effectivement, il y a eu des cas où ils ont retrouvé donc que la plupart des familles ont été droguées pour être plus facilement, en tout cas manipulées. Mais on ne sait pas ce que c'était comme drogue. Et cette drogue, d'ailleurs, il me semble, on va la voir dans l'image, dans une des images, on va voir, du coup, la famille qui dort, Sleepy Time, justement. On va voir une sorte de liquide vert dans des verres, justement, ou dans le salon. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas clairement ce que c'est, mais c'est effectivement une sorte de drogue qui rend un peu KO les gens. Donc, c'est ce qui expliquerait, justement, que les gens qui ont été pendus ne se soient pas débattus plus que ça avant la pendaison. Alors, on sait pas ce que c'est. C'est peut-être la pisse du démon, peut-être qu'il pisse dans les verres, il pisse dans ton chocolat, et puis voilà, t'es refait, quoi. Donc, on comprend tout ça, tout commence à se mettre en place. On sait quel est le fonctionnement même du démon, mais l'intrigue est un peu en retard. L'auteur est encore à la traîne à comprendre ce qui se passe. Donc, tout d'un coup, là, nous, on s'ennuie, parce que nous, on a tout compris déjà. Il y a plus de thriller, enfin, il y a plus de suspense pour nous. Maintenant, tout ce qui nous reste à savoir, c'est comment ça va se finir. Mais on a compris qui fait quoi, qui agit là-dedans. Sauf peut-être un twist à la rigueur. Pour nous, on se dit qu'on a compris. L'auteur, lui, continue à essayer de percer le mystère, le secret, mais nous, on a compris. Et un twist serait tout à fait possible, car justement, l'universitaire justement avance que pour lui, là, ce n'est pas un élément isolé, ça ne peut pas être ce n'est pas forcément un seul tueur isolé qui essaie de recréer un rituel propre du coup à un dieu, à un démon babylonien, mais ça peut être peut-être un rituel d'initiation dans une secte en fait. Et ça pourrait être toute une secte en fait qui s'applique à faire passer ces rituels-là à ses nouveaux membres à chaque fois justement qu'ils veulent intégrer la secte du coup. Et ça aurait pu être un sacré twist par exemple. Mais bon, c'est pas ça. Mais ça aurait pu être un sacré twist. Ça aurait pu être justement que non, en fait, depuis le départ, c'est une secte. Et c'est pour ça que ça s'est fait sur toutes ces années. Car les cassettes ont 10 ans, ça a commencé dans les années 60, quoi. Ça a commencé dans les années 60, ce qui d'ailleurs explique le doute du détective qui dit, mais attends, mais ça voudrait dire qu'on a là affaire à un tueur qui a quoi, 70 ans? Comment il ferait ça? Enfin, maîtriser des gens, les foutre dans la flotte ou machin, peu importe, enfin, ça demande quand même... Donc voilà, donc ça aurait pu être aussi une autre piste, donc c'est pas mal. Enfin, le film essaie quand même de nous lancer vers une autre explication plus probable, peut-être, pour que à la fin, peut-être que la surprise soit encore plus, qu'il y ait une surprise, en tout cas. Si on se dit, oui, mais c'est vrai, ça pourrait être une secte, en fait. Mais non, sauf qu'on voit des fantômes d'enfants qui dansent dans tous les coins, quoi. Donc on sait très bien, il y a quelque chose de démoniaque qui est présent dans cette histoire, en fait. Donc ça ne marche pas. Encore une perche qui est mal saisie, ou alors fallait peut-être présenter cet élément-là dès le départ, avant qu'il y ait des têtes de démons qui bougent dans des photos voilà. Il aurait fallu à ce moment-là le faire avant. Ou en tout cas baisser d'un ton le surnaturel et laisser le thriller se mettre en place avec des éléments qui peuvent être crédibles en tant qu'éléments réels, qui ont pu arriver dans un monde réel, on va dire, avec des gens d'une secte, enfin que tout ça soit humain en fait, dès le départ, juste fait par des cerveaux malades peut-être. Mais non, on ne peut plus y croire si cet argument est avancé alors qu'on a vu des enfants fantômes s'amuser dans une maison ou qu'on a vu des visages bouger dans une photo, quoi. Donc non, ça ne marche plus en fait. Bien sûr qu'on arrive ensuite un peu vers la conclusion du film. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que le film a décidé de donner une certaine chance, peut-être, à notre héros. C'est-à-dire qu'après cet événement-là, quand même, il est pas complètement con, mais il est très con quand même, mais il est pas complètement con. Et en refermant encore son bureau, tout ça, en allant se coucher, il ne va pas se coucher, il garde sa batte de baseball et il est dans le salon. Il essaie de surveiller un peu jusqu'à s'endormir dans le salon. Il s'est réveillé avec la batte de baseball dans les mains. Et là, il se rend compte quand même que ça ne va plus. Ça ne peut pas continuer, ça, en fait. Il va donc convoquer appeler le député. Et il va commencer à discuter avec lui, en fait, en essayant de comprendre, est-ce qu'il y a déjà eu des trucs surnaturels, mais tout en niant, en fait, en disant, je vais vous parler d'un truc, mais vous savez, moi, j'y crois pas trop à ces trucs-là, mais le surnaturel et tout, vous y croyez? Et le député est là,
Non, il lui demande pas directement s'il y croit, il lui demande s'il y a déjà eu des trucs dans cette maison. Mais bon, des trucs surnaturels, mais bon, en même temps, il n'y croit pas, ça n'arrive pas, ces trucs-là. Et l'autre, quand même, il s'en rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui lui arrive, quelque chose qui se passe, mais la seule explication qu'il lui apporte, c'est le stress, quoi. Ce qui est un gros classique aussi dans ces films d'horreur-là, dans ces films-là, c'est que quand les personnages vont commencer à vivre des choses, mais vraiment complètement fous, absolument grotesquement impossibles, en fait, hein, des caméras, des projecteurs qui se lancent tout seuls dans la nuit, non, on va dire, non, mais vous êtes stressé, du coup, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes peut-être en train de créer tout cela dans votre tête, parce que vous avez vécu tellement de choses stressantes, etc., machin, que vous êtes en train de créer ces choses-là dans votre tête, quoi. Donc, c'est normal, quoi. Sauf que stress ou pas, ça n'empêche pas d'essayer d'aller jusqu'au bout de cette enquête-là, en fait, de comprendre comment ça se fait que le projet fonctionne, quoi. Comme, c'est les enfants, c'est machin, qu'il essaie de comprendre, qu'il essaie de parler, d'interroger, en fait. Mais non, ça va pas être juste, tu penses que c'est le stress? Ouais, c'est le stress, ouais, je suis stressé, en fait. Ça ne peut pas être ça, en fait. Ça ne peut pas s'arrêter, ça ne peut pas être aussi simple. Même si la discussion est très bien, le député comprend, lui demande, mais justement, enfin, t'as quand même aménagé avec ta femme dans un appartement, dans une maison quand même où il y a eu des gens pendus. Enfin, comment elle a pu accepter? Et là, le député comprend que la femme n'est pas au courant, et ça le fait marrer en plus. Il fait, oh putain, j'aimerais pas être là le jour où, enfin, quand elle le saura, cette discussion-là, je ne veux pas être à côté, quoi, tu vois. Alors que c'est hyper, enfin, on se dit que c'est pas le premier conseil que j'aurais donné qu'il aurait dû donner, en fait, en se disant, mais apprendre cela de la bouche de l'auteur, non, mais tu t'es installé, enfin, vous êtes installé dans cette maison sans le dire à votre femme, sans dire à votre femme ce qui s'y est passé. Mais c'est hyper malsain, c'est complètement dérangé quand même comme approche, tu vois. Donc, aurait été une bonne chose à dire. Mais bon, dans la discussion qu'ils ont à eux deux, en fait, on aboutit juste à, bah non, c'est le stress, en fait. On dirait presque que c'est un moment où l'auteur est prêt à jeter l'éponge, en fait, peut-être à sortir un peu du truc. Il a une discussion comme ça qui finalement le convainc de rester. Donc bon, la discussion qui va suivre sera avec sa femme aussi. On dirait un peu comme s'il réglait les dernières discussions possibles qui auraient pu l'aider un peu à virer le cours des choses, mais ça ne suffira pas. Et la discussion avec sa femme va être très très importante d'ailleurs. C'est vraiment un moment clé dans l'histoire où justement ils vont confronter où va se confronter en fait ce qu'ils ont toujours voulu, ce qu'ils veulent dans la vie en fait. Et pourquoi ça ne marche pas là? Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que la petite fille, la Ashley, qui dessine justement, finit par dessiner dans le couloir un portrait de la fille des Stevenson, qui est la famille qui était là dans cette maison avant eux. La fille portée disparue, justement. Donc sur une balançoire, etc. Donc en fait, ce qui fait un peu un clin d'œil justement à la pendaison, tout ça. Pendant le couloir, la mère pète un câble, appelle le père alors qu'il est en train de travailler, mais elle l'appelle. Il vient et là la fille dit mais non mais je voulais le peindre dans ma chambre parce qu'elle a interdiction, elle peut peindre dans sa chambre, mais elle a interdiction de peindre sur les murs à l'extérieur de la chambre. Ce qui est très bizarre, pourquoi il lui donne pas juste des tableaux ou du papier? Pourquoi elle peut peindre dans sa chambre comme ça direct sur le mur? Bon, elle dit, mais j'ai voulu peindre dans la chambre, mais elle m'a dit, en parlant de la fille morte du coup, elle m'a dit que je ne pouvais pas, que c'était la chambre de son frère avant, donc je devais peindre dans le couloir. Et là, la mère lui dit, qui tu parles? Elle dit, de la fille sur laquelle papa est en train d'écrire, celle qui vivait là avant. Et là, la mère comprend. Elle se dit, tu te fous de ma gueule, what the fuck? Elle comprend du coup que les gens morts vivaient dans cette maison où ils sont. Et là, ça y est, c'est la grande discussion, le grand débat, tout est ouvert, tout est dit, tu vois. Sauf que bien sûr, le père l'auteur n'a rien dit de tous les événements bizarres qui sont passés dans la maison à sa femme, mais au moins maintenant elle sait que c'était la maison du crime. Et donc là, pétage de câble, et bien sûr, il dit exactement ce qu'on devine, son fameux faux mensonge, où il lui dit, mais je t'ai demandé de me dire si on s'était installé à côté. Il me dit, oui, mais en même temps, tu m'as demandé si on s'était installé à côté, mais si tu m'as pas demandé si on était installé dedans. Enfin, mais le gars tellement fourbe, quoi, il mérite une claque, quoi, tu vois. Donc, grosse discussion, et on comprend à quel point il ne peut pas. Sa femme essaie de le raisonner, en fait, de le ramener à, tu ne te rends pas compte que tout part en couille, en fait. Tu ne réalises pas que toi, tu ne vas pas bien, tu ne sors plus. Depuis le début du film, il est dans la maison, en fait. Donc, il mène son enquête à regarder ces films dégueulasses, là, et à essayer d'écrire. On ne le voit pas trop écrire, d'ailleurs, de toute façon. On le voit surtout regarder des films. On ne sait pas ce qu'il fait de ses journées, en fait. Voilà ce qui t'arrive. Nos enfants, on a le fils, donc, qui fait ses crises de somnambulie, là, qui gueule dans la nuit et qui, à l'école, à un moment, a été puni parce qu'à l'école, il a dessiné, justement, sur le tableau, une scène de pendaison. Pourquoi il a fait ça, on ne sait pas. C'était le premier jour, en plus. Donc, il arrive dans une nouvelle école. Le gamin, il arrive dans une nouvelle école. Il ne connaît personne. Il débarque dans une classe où il ne connaît personne. Il connaît personne du coin du quartier. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il dessine une scène de pendaison sur le tableau. Donc, à moins qu'il ait déjà été dans une phase de possession, je vois pas pourquoi il a fait ça. Mais en plus, on devine après que ce n'est pas lui qui était possédé du tout, c'était la gamine, donc on ne saura jamais pourquoi il a fait ça, en fait. Mais c'est une drôle de façon de se faire remarquer dès le premier jour de la rentrée, quoi. Donc, il lui dit, regarde ton fils ce qu'il fait, donc il gueule la nuit, machin, ta fille, elle, maintenant il dessine des morts. Ses enfants essaient d'exprimer des crises et des angoisses qu'ils doivent vivre en eux, qu'ils essaient de sortir de la seule façon qu'ils savent faire, en fait. En dessinant, manifestement. Tu vois. Mais ça démontre, en tout cas, une crise plus profonde. Et que même toi, tu vis l'état dans lequel tu es, en fait. Donc, ça ne peut pas continuer, en fait.
ce livre, c'est plus pour nous, si nous, on doit y laisser notre vie, en fait, ça ne peut pas continuer. Et là, le mari, pareil, comme j'ai dit, il est déjà à bout. Et donc maintenant, il a des crises de colère, il hurle maintenant, tu vois. Donc il dit, mais non, je ne peux pas, il faut que j'écrive, on a besoin d'argent de toute façon. Et il fait, mais non, mais t'avais d'autres moyens de gagner de l'argent. Et là, il pète un câble. Bah non, en écrivant quoi? Des manuels, des manuels scolaires, j'en sais rien, donner des cours, etc., à enseigner. C'est de la merde. Donc pour lui, l'écriture, c'est sa seule façon d'exister, de vivre, en fait, d'être. Et il dit justement, c'est le sens de ma vie, mes livres seront mon héritage. Et sa femme lui fait, non, le sens de ta vie, c'est notre mariage. Et ton héritage, ce sont tes enfants. Et c'est là qu'ils sont pas d'accord, en fait. Et c'est vrai que on peut comprendre l'auteur, en fait. On peut comprendre que... Alors c'est très intéressant dans cette discussion, on a encore la fameuse perche qui pourrait expliquer comment les enfants sont possédés à travers le père. Mais voilà, le rapport entre le père et la fille aurait pu être plus développé à travers cela, et que justement l'angoisse du père arrive à contaminer la gamine, mais de manière plus intéressante que ça. C'est-à-dire que ce qui ramène l'enfant donc dans le dessin, c'est à travers justement son rapport avec son père. Et non pas juste parce que, là par exemple, parce qu'une gamine lui a dit de dessiner dehors, tu vois, c'est un peu moins fort. Mais il y a une piste là, il y a une piste très intéressante avec justement ce stress qui passe par le père, et cette angoisse qu'il véhicule et que ses enfants forcément ressentent d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était vraiment une piste, donc je reviens vraiment là-dessus, c'est vrai, je trouve vraiment, c'est un des ratés du film, c'est vraiment dommage, là, il y avait vraiment quelque chose à faire. S'il ne voulait pas effectivement faire un film comme dans le 2, qui tourne qu'autour des enfants, et donc il donne la seconde place ensuite aux adultes, mais du coup qui affaiblit un peu le truc peut-être, vu que le jeu des enfants n'est pas forcément souvent le meilleur. On peut donc garder un comédien comme Ethan Hawke, effectivement comme personnage principal, mais à partir de ce moment-là, c'est aussi développer beaucoup son rapport avec les enfants. On le voit très peu avec ses enfants, on le voit vraiment très peu avec eux, on le voit un peu avec sa fille, avec son fils, et surtout quand il va le sortir des fourrés et d'un carton, tu vois, je sais pas pourquoi il se fout tout le temps dans des trucs quand il est dans ses crises, mais on voit pas le rapport qu'il a avec eux, les discussions qu'il va avoir avec eux et l'impact qu'il va avoir sur ses enfants. Et là, il aurait pu en avoir un, justement, quitte à nourrir les angoisses et les crises chez ces gamins-là et justement faciliter leur possession, en fait, les mettre dans un état tel que justement la possession devient facile, mais sans le vouloir, justement, de sa part, sans le vouloir. Mais voilà. Donc encore une fois, c'était une piste dommage qui a été bien proposée à un moment, qui est proposée à un moment, mais qui n'est pas exploitée. Et ça, c'est un peu regrettable. Donc la discussion se clôt là-dessus. Donc encore une fois, ça n'est pas résolu. Les arguments quand même de la mère sont assez bons, sont assez lourds quand même. Ils lui disent le sens de ta vie c'est tes gosses quoi. Ton mariage, tes gosses, etc. Bref, peut-être tu peux prendre effectivement un boulot qui tuera ton âme peut-être en tant qu'enseignant, mais au moins tu pourras subvenir aux besoins de ta famille du coup. Et lui non refuse, lui veut vivre à travers. Donc, c'est une opposition en plus qui parle quoi, qu'on connaît entre choisir justement gagner sa vie ou justement vivre sa passion, etc. Donc voilà, vraiment une histoire de choix qui est proposé ici, et clairement, l'auteur fait le choix de continuer, d'aller plus loin. Il ne peut pas s'arrêter, parce qu'il est déjà trop pris dans l'histoire, donc il ne peut pas s'arrêter. La marche arrière n'est pas possible, donc il continue, tout simplement. Donc une fois qu'on a compris qu'il a clairement fait le choix de ne pas écouter sa femme, mais en fait ça va aller très vite, ça va se précipiter assez rapidement, il va y avoir un changement d'avis à 180 degrés, mais assez rapide, parce que dans la nuit même, ça y est là, le démon en fait, et voilà, il met toutes les cartes sur la table, c'est clairement, il est réveillé par le bruit du coup du projecteur à nouveau, il y va, cette fois-ci le projecteur n'est même plus dans son bureau, le projecteur du coup il voit que l'accès au grenier est déployé, donc il se rend dans le grenier, effectivement le projo est en train de tourner, avec la scène je crois de l'incendie de la voiture, ou à moins c'est la scène, je crois que la scène qui est en train de jouer, c'est la scène justement du Sleep Night, où ils dorment, enfin la famille qui se fait égorger, et le film est en train d'être visionné par les enfants fantômes là. Et sauf que cette fois-ci, il les voit apparemment. Donc en tout cas, il les regarde et les enfants se retournent et le regardent aussi du coup. Et là, dans le film, apparaît l'image du coup de Bougoul qui apparaît dans le film. Et là, il sort du film et apparaît devant l'auteur du coup avec un jumpscare bien sûr. Et là, il tombe depuis le grenier, il se casse la gueule. Et là, il comprend qu'on ne joue plus quoi. Cette scène est vraiment pas subtile. Enfin, il ne voyait pas les enfants spectres depuis le début et là maintenant il les voit. Peut-être qu'il y a eu une évolution justement de l'emprise du démon sur lui et que maintenant il voit de plus en plus les choses, mais ça aurait été bien de le signaler autrement parce que les enfants ont la même texture, la même corporalité qu'à l'époque où ils ne les voyaient pas. Donc pourquoi cette fois-ci ils les voient? Donc ils auraient pu peut-être être plus subtils dans leur façon d'apparaître, de faire du bruit au début, et que là maintenant ils assument complètement leur forme et qu'ils sont entiers. Ça aurait pu être plus intéressant du coup. Mais non, donc il les voit alors qu'ils ont la même corporalité, il les voit cette fois-ci, il s'écroule et là il comprend que bon on arrête les conneries quoi. Donc pareil parce que quand il chute, il y a aussi le projo qui suit derrière ainsi que les bobines. Donc il prend tout ça, il fout ça au feu, sa femme sort dans la nuit, elle comprend pas ce qui lui arrive et là il lui fait t'avais raison, on se barre d'ici. Il fait mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il a l'air possédé quoi. Il lui fait on se barre, je te dis maintenant, il gueule quoi. Maintenant on se barre et tout.
Il est alcoolisé un peu, enfin non, il est pas alcoolisé, mais il a l'air groggy. Et en plus, il gueule et elle accepte de réveiller les enfants, de les mettre dans la voiture avec son mari qui a l'air trop bizarre, qui n'a pas l'air d'être en complète possession de ses moyens. Et il roule dans la nuit pour rentrer chez eux, dans leur ancienne maison, quoi. Donc déjà, cette femme, justement, qui donnait jusqu'à là l'impression quand même d'avoir son caractère aussi, il paraît peu cohérent qu'elle ait accepté ça, quoi. En fait, il aurait été plus logique qu'elle dise non, tu vas te calmer d'abord et que ce soit justement l'inverse maintenant qui se passe. C'est-à-dire que lui veut se barrer, mais elle veut rester maintenant. Veut rester parce qu'elle veut pas qu'il parte dans cet état, tu vois. Et donc, ce qui finit par les amener à leur perte. Mais ça aurait été encore plus drôle, du coup, que ce soit l'inverse maintenant que lui ait compris que c'est elle qui avait raison depuis le début et qu'elle, à la rigueur, soit elle culpabilise. Peut-être parce qu'elle estime que du coup elle a trop gueulé tout à l'heure, qu'elle en a fait des caisses et que c'est pas si grave que ça de vivre dans une maison où il y a eu des morts, tu vois. Et que non, ça va, t'inquiète pas. Et lui, non, mais je te dis, on se barre, je te dis, non, chérie, t'inquiète pas, finis ton livre, je serai pas. Ça aurait été marrant comme retournement. Ou en tout cas qu'elle refuse de partir juste parce qu'il paraît complètement possédé, quoi. C'est pas, enfin, à aucun moment elle n'aurait dû accepter de mettre dans la voiture ses enfants et de conduire. Et en plus, il le fait, quoi. C'est vraiment ce qu'il fait. Il réveille les enfants dans la nuit, il les met dans la bagnole et ils se mettent à conduire, mais hyper vite pour se barrer de la ville, quoi. Et tout ce qu'elle trouve à lui dire, c'est, tu peux conduire moins vite, tu vois. Je sais pas, elle aurait dû être flippée à ce moment-là. Son mari, là, est clairement dans un état second. Donc, bien sûr, ils se font choper par le flic, par le shérif du début du film qui les reconnaît, enfin, qui les arrête parce qu'ils vont trop vite. Et là, quand il comprend qu'ils vont se barrer de la ville, qu'ils se barrent de la ville, il est inquiet, il leur demande, parce qu'on vous a brutalisé un peu, c'est les gens de la ville qui vous ont poussé à bout, il s'est passé quelque chose. Et effectivement, c'est vrai que la femme avait fait un clin d'œil à cela quand elle avait dit, j'aimerais qu'on ait une vie, pourquoi tu ne veux pas qu'on ait une vie juste normale, une vie où nos enfants sont pas en train de dessiner des scènes de mort, une vie où quand je suis dehors dans la rue en train de faire les courses, je sais pas quoi, les gens ne me regardent pas bizarrement. Et c'est vrai que ça, on l'a pas vu, nous, du coup. On l'a pas du tout vu. Tout le film est un huis clos. Tout se passe quasiment dans la maison dans laquelle ils viennent d'aménager, en fait. Quasi l'intégralité du film. Et l'auteur ne sort pas, enfin, l'écrivain ne sort pas, donc et vu qu'on ne suit quasiment que lui, principalement que lui, bah, à aucun moment, en fait, on voit ce qui se passe dehors. Donc, les voisins, le rapport de la femme, justement, avec la famille, les enfants avec les étudiants, les élèves ou autres, dans l'école et tout machin, on ne le voit pas du tout. Alors qu'il est quand même censé se passer des choses. Tout le monde est au courant qu'ils ont aménagé dans la maison de Stephenson, la maison des pendus. Donc, à quel moment ça ne fait pas un bruit, tout ça? Donc bref, donc le shérif s'inquiète de cela et demande, est-ce que c'est parce qu'on vous a brutalisé ou quelque chose, enfin, est-ce qu'on vous a mis une pression, est-ce qu'on vous a menacé? Et il dit non, ce n'est rien de tout ça. Il fait ouais, parce que j'aimerais pas lire ça dans le livre, quoi, comme quoi on est une ville de sauvages, ou je sais pas moi. Et l'auteur lui dit bah non, il y aura pas de livre justement. Il y aura pas de livre. Et là le shérif lui dit ok, bah écoutez, vous savez quoi, je vais pas vous mettre pas de contravention. Donc juste rouler, quittez mon comté, moi je veux plus, voilà, il veut plus en entendre parler, quoi. Et là la femme est contente quand elle entend ça, elle dit vraiment tu n'écriras pas de livre? Il fait bah non, c'est fini, on arrête tout. Et là elle est contente du coup, elle est heureuse. Alors je vois pas pourquoi elle l'est, parce que concrètement, pour elle, il y a pas de bonne fin en fait. Il peut pas y avoir de bonne fin, même indépendamment du film, il ne peut pas y avoir de bonne fin. Quoi qu'elle fasse, elle est foutue. Donc c'est vraiment la pauvre, je trouve qu'elle est vraiment dans une posture, le film, le rôle qu'elle joue est dans une posture vraiment très délicate. Elle est avec un homme qui a des démons très qui ont une grosse emprise sur lui et qui ne sont pas prêts de lâcher. C'est-à-dire que soit il continue à essayer d'écrire, à essayer de vivre par ça, et du coup il est toujours dans cet état second, dans cet état instable, il paraît presque dément par moment. Soit il abandonne tout cela, mais du coup il perd tout ce qui l'anime, tout ce qui fait, tout ce qui lui donne vie en fait, tout ce qui l'anime vraiment, et surtout dans un boulot du coup qu'il ne va pas aimer. Et je pense pas qu'il va mieux le vivre. Et vu qu'il a déjà un petit penchant pour l'alcool, dans les deux cas, elle est mal barrée, en fait. Vraiment. Donc c'est vraiment un aspect qui me fait vraiment de la peine pour elle. Un aspect du film qui me fait un peu de la peine pour elle. D'autant plus qu'elle on sent qu'elle a dû beaucoup donner. Le film le présente en tout cas comme si elle avait beaucoup donné, comme si elle s'était beaucoup sacrifiée. Et donc là, encore une fois, pareil, on ne comprend pas pourquoi Stephen Hawking n'en parle pas à la police, en fait. Ok, il a peut-être peur d'avoir l'air fou, mais au moins à l'adjoint du député. Non, il ne lui en parle pas. Et ça, je dois avouer que je ne me l'explique pas, en fait. Donc bon, ok, toujours est-il qu'ils se barrent et qu'ils retournent dans leur première maison qui, comme je l'ai dit, est juste énorme. C'est un manoir, quoi. C'est pas très étonnant qu'ils aient des problèmes d'argent, en fait, qu'ils aient des soucis d'argent. Si vraiment c'est ce qu'il a fait de son premier livre. Si c'est que son premier livre lui a rapporté, il a acheté un manoir avec. Enfin, c'est absolument de la folie son mode de vie, hein. Donc la maison est vraiment énorme pour 4 personnes, c'est juste n'importe quoi. Et donc ils aménagent, ils reposent tout, etc. Et là, du coup, il a un appel, il a un courrier de l'universitaire qui l'ouvre, un mail qui l'ouvre justement de l'universitaire. Professeur, là, justement, avec des images, justement, très peu d'images qu'il a réussi à retrouver sur Bughuul, car il lui apprend que la plupart des images de Bughuul ont été détruites par les premiers chrétiens, qui croyait, en tout cas, que Bughuul vivait à travers les images de lui, les représentations de lui, et qu'être exposé à ces images était une façon quasi certaine d'être possédé par Bughuul, justement, et les enfants étaient très sensibles à ces images. On se dit, ah, la gamine a dû avoir accès aux images, en fait, mais à aucun moment on le voit
Bref. À un moment, on le soupçonne même. À un moment, on le soupçonne. On a juste le moment où elle est dans son lit, où elle regarde le fantôme, justement, de la fille morte, de Stephenson, là, et qu'il y a un dessin de Bougoul avec l'arbre dépendu à côté qu'elle aurait dessiné. Donc ça, c'est des dessins elle fait, donc elle se serait auto-possédée. Donc il vit à travers les images, d'où la destruction de ces images-là. Donc il en reste peu. Et c'est à travers ces images-là aussi qu'on accède au royaume de Bougoul, en fait. C'est par là qu'il passe pour amener les enfants. Et parmi les images qui sont scannées, d'ailleurs, justement, on voit ces animaux-là. On voit le chien, on voit le serpent, on voit le scorpion, mais on ne voit vraiment pas en quoi ça intervient, en fait, soit dans les mises à mort, parce que le chien, par exemple, il tient un bras découpé dans la bouche. Ça aurait été intéressant, justement, peut-être, alors à ce moment-là, que les animaux interviennent dans les mises à mort. Parce que ce sont des animaux fétiches, peut-être, et ils interviennent dans ces mises à mort qu'ils exécutent. Mais non. Donc, on les a vus, mais on voit vraiment pas à quoi ils ont servi, quoi, en fait. Ils sont là juste pour être là. Donc, il pose la question à l'universitaire, oui, mais d'accord, mais si j'ai détruit ces images, qu'est-ce qui se passe? Ça ferme le royaume, non? L'universitaire comprend pas. Il fait, dans la théorie, vous voulez dire, ou en vrai, et tout, machin. Oui, dans la théorie, peu importe, si on a détruit les trucs, il y a plus moyen que ça passe, non? Et l'universitaire commence à se dire, mais il est chelou, ce mec, en fait. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous écrivez comme livre, en fait, exactement? Tu vois, il lui fait, je sais pas, je sais plus. Il est KO, en fait. Il est KO, il arrive plus à s'exprimer, il arrive plus à dire les choses, Et donc là, il raccroche. Donc maintenant, on a enfin l'explication finale, quoi, l'exposition aux images, sauf qu'on l'avait deviné depuis longtemps quand même. Et encore une fois, la gamine, on se dit pas qu'elle a réussi à être possédée à travers les images des films, mais plus à travers les enfants, parce qu'on l'a vu juste une fois, à un moment donné, parler avec la fille de la famille des pendus. Donc on l'a vu parler avec la fille des Stephenson, et on s'est dit, forcément, la possession s'est faite à travers cette fille-là, du coup, peut-être. C'était peut-être elle, son amie, peut-être qu'à un moment donné, elle aurait pu placer oui, j'ai mon ami imaginaire, Stéphie, je sais pas quoi. Et du coup, que cette possession s'est faite à travers ça, pas à travers les images du monstre, du démon. À aucun moment, on la voit vraiment exposée à ces images-là, sauf si peut-être elle est dessinée ou machin. Bref, ils avaient vraiment des occasions, là, qu'ils n'ont pas saisies. Donc voilà, les enfants sont sensibles à ça. Donc maintenant, on a compris. Donc, bien sûr, c'est la conclusion. Il va remonter dans la cave, dans le grenier, en pleine nuit pour déposer je sais pas quoi. Et là, il retombe sur la boîte avec les bobines et le projecteur qu'il avait cru brûler. Mais en fait, tout est en état. Ça a été ramené encore une fois par le démon. Donc là, il regarde autour de lui, il ne voit personne. Et encore une fois, comment il se l'explique? Donc forcément, ça veut dire quelque chose ou quelqu'un le suit. Enfin, maintenant, peut-être qu'il se dit que c'est quelque chose. Il n'appelle pas à l'aide, il n'appelle pas la police, et d'autant plus que du coup, entre-temps, au moment où il s'est dit, je vais les visionner, il y a le détective qui continue à l'appeler, enfin l'adjoint du shérif qui continue à l'appeler jusqu'à ce qu'il décroche, et il lui dit que c'est quoi le problème, pourquoi vous continuez à m'appeler en fait, et il lui dit, le problème c'est que vous avez bougé, vous avez déménagé. Il fait comment ça, c'est quoi ce problème, je comprends pas, c'est quoi le problème en fait. Tu fais en fait j'ai fait le lien avec toutes les familles, donc famille noyée, famille brûlée, famille qu'est-ce qu'il y avait d'autre, famille noyée, famille brûlée, famille égorgée, il y avait la famille pendue, et bien sûr la famille oui, il y a la famille, justement, difficile à dire, mais ils sont pris un coup de tondeuse à gazon sur la gueule, quoi. On voit juste sur une des bobines, justement, une des dernières bobines qu'il ouvre, d'ailleurs, on voit la famille en train de se détendre dans le salon, et puis après, à un moment, on les voit complètement attachés sur le gazon, et en fait, il y a la tondeuse qui leur arrive dessus. C'est une des scènes, d'ailleurs, les plus violentes, et là, carrément, Stephen Hawking sursaute, en fait. Là, il crie, il sursaute, il a un bond. Ce qui est très réaliste d'ailleurs parce que ça arrive vraiment violemment. Enfin, on s'y attend pas. On suit juste la tondeuse à gazon, on la suit et tout d'un coup, bam, elle arrive sur le visage de quelqu'un, quoi. C'est qui est attaché, qui est couché par terre, qu'on n'a pas vu venir. Donc c'est assez effrayant. Donc voilà, toutes ces familles-là, en fait, ont un lien en commun, une ligne directrice, et encore une fois, les maisons. C'est-à-dire que la famille, par exemple, des pendus, juste avant d'être dans la maison où ils ont été pendus, ils vivaient dans la maison où il y avait eu justement la famille des noyés, par exemple. Et la famille des noyés, juste avant d'être noyés dans la maison où ils ont été noyés, vivaient dans la maison de la famille des brûlés. Et la famille des brûlés, juste avant d'être brûlés, vivaient dans la famille tondeuse à gazon. On va les appeler comme ça. Donc voilà. Donc en fait, il y avait un fil directeur. Et en fait, la mise à mort intervient dès qu'il déménage. À partir du moment où il déménage, la mise à mort intervient. Donc là, le détective lui dit, c'est ça le problème. Vous avez bougé. Donc là, maintenant, la mise à mort va se mettre en place. Et là encore, c'est une faiblesse un peu du film parce que une faiblesse, oui et non. C'est-à-dire qu'on comprend que le déménagement est synonyme de on a atteint le bout. C'est-à-dire que la famille est à point. Si la famille qui vient d'aménager est tellement harcelée par les événements surnaturels qui se passent qu'ils en arrivent à déménager, c'est que ok, ils sont bons, ils sont mûrs, ils sont à point pour justement le coup final. La possession s'est faite. Donc ça tient, ça peut tenir. On comprend pourquoi. Justement la mise à mort peut intervenir après le déménagement. Elle intervient parce que le déménagement est synonyme de craquage en fait. Ici on le voit, ils ont craqué. Et s'ils ont craqué, c'est-à-dire que le travail est fait. Le travail est allé jusqu'au bout. S'ils ont craqué, là, en l'occurrence, l'auteur qui craque, qui part, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le mal est déjà fait. Sa gamine est complètement possédée déjà. Enfin, elle est possédée, mais on ne le voit pas. Dans la voiture, elle a l'air tout à fait normale. Elle est contente qu'on rentre à la maison. Elle dit, papa, on va où? On va à la maison comme t'avais promis. Ah, c'est super.
Donc voilà, aucune évolution du personnage en fait, aucun trait, à aucun moment on le voit venir. Du coup, le twist, enfin, ce pseudo twist où tout d'un coup, en fait, non, c'est les gamins qui tuent. Et on voit la gamine qui arrive pour tuer son père. Ça sort de nulle part en fait, ça sort vraiment de nulle part. Il y a aucune évolution. Ça aurait pu aussi être le détective qu'autre chose aussi quoi. Ils auraient pu faire n'importe quoi. En fait, c'est bien d'amener le résultat. Le twist, ça ne sert à rien de le balancer comme ça tout d'un coup, sortir de nulle part en fait. Le twist, c'est bien de l'amener, qu'on ait eu nous-mêmes des indices pour nous dire, ça va par là ou pas? Et finalement, je me disais aussi, ça allait peut-être par là. Ou, je m'y attendais pas, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'y attendre. Non, là, c'est un twist qui sort de nulle part. Donc ça, on l'a pas vu venir. Mais donc, voilà, ils expliquent en tout cas que c'est le déménagement, avec les déménagements que ça se fait. Et là, est-ce qu'il en profite pour lui dire, donc il lui dit, donc du coup, maintenant que vous avez déménagé, ça y est, vous êtes dans la timeline du tueur. Donc en fait, vous êtes les prochains. Et là, encore une fois, il ne panique toujours pas. Il n'appelle pas la police, il n'appelle pas à l'aide, il s'est dit non, je vais visionner les cassettes. Enfin, je vais visionner les bobines. Parce qu'en fait, là, cette fois-ci, les bobines, il y a quelques bobines qui sont dans un sachet à part, dans un paquet à part, sur lequel il y a marqué Extended Edition. C'est des éditions, la suite, quoi. La suite des premières bobines. Donc là, il peut pas s'empêcher de regarder. Parce qu'encore une fois, on le sait, on l'a compris maintenant qu'il est possédé, en fait. Et qu'il ne peut plus s'arrêter, c'est plus fort que lui. Et même s'il a tout arrêté en brûlant tout, etc., en se disant maintenant je m'en débarrasse, je veux plus en entendre parler, là c'est quand même trop tentant. Il veut savoir la fin, il veut savoir ce qui se passe. Même si nous on a déjà deviné un peu. Donc il met les bobines en question, il les lance et effectivement on voit la fin de chaque cassette. On comprend effectivement que dès que on voit par exemple la famille des pendus, quand ils ont fini de se pendre, on voit la gamine portée disparue qui apparaît dans l'image et qui se suspend au pied de son père qui est pendu en fait. Très mignon le truc. Et elle vient vers la caméra, elle fait un chute et elle disparaît. La famille des noyés, on voit un gamin apparaître, le gamin porté disparu aussi de cette famille-là qui apparaît devant l'image, qui fait chute et qui disparaît aussi, qui va dans l'eau et qui disparaît. Pouf, coupure, il disparaît, tu vois, ellipse. On voit, donc du coup il comprend, il le fait, et voilà, Stephen Hawking qui fait, c'était les enfants depuis le début. Et il a enfin compris. Je sais pas pourquoi elle a mis autant de temps à comprendre ça. Par contre, je me l'explique vraiment pas. C'était pas non plus. Je trouve qu'ils ont un peu trop misé sur ce mystère-là. Ils ont un peu trop. C'est bon, on a compris. On savait que c'était les enfants. Mais à quoi on passe? C'est quoi le truc qui peut venir après derrière, tu vois? Quand Ethan Hawke le comprend, ça fait longtemps que le public l'a compris normalement. Donc bon, ok. On est là, on dit ok d'accord. Maintenant t'as compris, tu vas faire quoi? En fait il va faire quoi? Il va être drogué en fait. Ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis le début il est en train de regarder ce film, mais en fait il est en train de boire, mais dans la boisson je sais pas s'il boit un café, je crois. Et dans le café en fait il y a ce fameux liquide vert là, la pisse du démon là, je crois. Donc ça y est, il est drogué lui aussi. Donc cette boisson verte, on l'a un peu vu dans les autres images. Hein. Si on prête un peu attention, on l'a vu dans par exemple la famille qui dort. On a vu un peu à côté des verres remplis d'un liquide vert presque phosphorescent. Et donc on sait qu'il est drogué, donc il s'écroule. Et là on entend la fille derrière qui lui dit c'est bien d'avoir ajouté la fin, tu vois. Donc on comprend, putain c'est la gamine et tout. Et donc Ethan Hawke se réveille, il est attaché, sa femme est attachée à côté, son fils est attaché pas loin, et la gamine elle est là avec sa hache. Et elle dit, t'inquiète pas papa, je vais te rendre célèbre comme tu voulais. Et ça, encore une fois, c'est une perche vers la relation qu'il aurait pu y avoir entre le père et la fille, et comment elle aurait pu justement être plongée là-dedans, comment le démon aurait pu utiliser justement son amour pour son père pour l'amener à devenir ça. Et c'était malin ça, mais ils ne l'ont pas montré. Ils ne l'ont pas du tout montré, c'est pas du tout là-dessus que l'histoire, c'est pas autour de ça que l'histoire c'est articulé, et il nous donne une conclusion où on nous fait comprendre plusieurs choses, quoi. On nous fait comprendre que c'est peut-être les gamines qui ont aidé à sa possession, la gamine de Stevenson, la gamine des pendus, qui a aidé à la possession de la fille, justement, de Ethan Hawke. On comprend éventuellement que le démon a joué aussi, peut-être, sur ses émotions, son amour sur son père, peut-être aussi, etc., etc. Il y avait plein de pistes, effectivement, plein d'aspects par lesquels le démon aurait pu approcher cette gamine pour la posséder. Il nous les suggère, mais il ne nous les montre pas. Or, c'est un film, et on aime bien regarder un film pour voir les choses aussi. Donc là, c'était un peu dommage. Donc bien sûr, elle a une hache, donc elle filme. Alors là aussi, c'est très curieux, car c'est elle qui filme la scène. Elle a sa caméra, elle filme la scène. Depuis le début, à aucun moment, je me suis dit, même si on s'est posé la question à un moment donné, mais qui filme en fait? Je m'attendais pas à une explication comme celle-ci. C'est la gamine finalement qui filme. Parce que dans les scènes, on voit très bien que dans les scènes où les enfants font chute, etc., tout ça, on voit, enfin, cette caméra n'est pas naturelle, en fait. Elle ne peut pas tenir comme ça dans le vide et filmer les scènes, etc. On ne sait pas qui filme justement quand les familles passent du bon temps, parce qu'ils sont tous ensemble et il y a personne avec eux. Donc moi, je me suis toujours dit, c'était peut-être ce qu'on voyait, c'était peut-être le regard du démon, en fait. C'était peut-être il est peut-être capable de projeter sur des médiums, que les médias, je sais pas moi, sur une pellicule ou sur une cassette ou sur un DVD, il est capable de projeter, en fait, ces images que lui capture. Donc c'est peut-être lui qui avait vu finalement ces familles-là et qui a du coup projeté ces images-là sur les pellicules en fait. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était les enfants qui filmaient. Ça tient pas vraiment debout que ce soit les enfants qui filment en fait, parce que
ils sont occupés à tuer déjà. Donc ils ne peuvent pas être là, ils peuvent pas être à la caméra et au son, quoi, je veux dire. Ils peuvent pas être à la caméra et à l'assassinat, quoi. Donc moi je pensais que c'était le démon, mais non, en fait à la scène finale, on voit la gamine qui ramène la caméra, qui la pose devant son père juste avant de filmer la scène justement où il découpe sa tête, où elle lui coupe la tête, quoi. Donc voilà, elle achève la famille à la hache, puis après elle utilise leur sang pour faire des peintures partout. Et donc je crois que sa cassette s'appelle Peinture en famille ou un truc comme ça, je crois. Donc un truc toujours aussi, toujours le petit jeu de mots. Donc je pense que juste avant, et on n'a pas eu cette scène, on aurait pu avoir cette scène, ça aurait pu être intéressant aussi du coup, pour clore la bobine justement de cette famille-là. Peinture en famille, il faut l'aspect joyeux et l'aspect un peu morbide. Donc l'aspect morbide, bah effectivement c'est la peinture au sang. L'aspect joyeux, bah ça aurait pu être la famille qui est là, peut-être le père qui a appris à la fille à dessiner, et puis ils sont là, ils dessinent en famille, et puis voilà, ça rigole, tout va bien. Et puis après, bah elle dessine avec son sang. Donc évolution. Donc non, ils l'ont pas montré, donc bon, on fait avec quoi. Donc effectivement, elle peint partout avec du sang. On sait que le démon va arriver. Et là, elle arrive devant une cassette qu'elle se met à regarder, enfin devant la projection. Dans le couloir, on voit les enfants à travers ce couloir qui viennent à elle. Et quand le démon apparaît derrière elle, bah, les enfants s'enfuient, vont chacun dans leur chambre. Donc on sent que ce long couloir est rempli de chambres d'enfants où lui-même, où le démon entrepose les âmes des enfants justement qu'il capture. Et là, bah, il va soulever la gamine, il va l'amener à travers l'écran. Et on comprend effectivement, c'est vraiment ça, quoi. Il rentre dans son royaume, en fait. Le royaume de l'image. Il vit à travers l'image. Il vit à travers le cinéma aussi, d'ailleurs. Et donc, il rentre, il dépose les enfants. C'est une belle fin, mais encore une fois, il y avait vraiment d'autres pistes à saisir. Et ça, c'est dommage que ça n'ait pas été pris. Donc, le principal reproche que je ferais à ce film, effectivement, c'est ça. C'est d'avoir loupé le travail sur la possession. Ils se sont vachement focalisés sur la possession d'Ethan Hawke alors qu'il était déjà possédé. C'était pas la peine de rajouter des caisses. On l'a vu. Et que le démon s'applique plutôt à approcher les enfants, à approcher la fille, ici en l'occurrence, à travers son amour pour son père, à travers son amour pour la peinture, à travers le rapport qu'elle a pour son père, l'angoisse qu'elle se fait, qu'elle nourrit pour son père qui n'arrête pas de lui parler de réussir, de succès, etc. Et qu'elle veuille, en voulant l'aider, qu'elle le mène à sa perte, en fait. Et ça, c'était vraiment le trait que le film aurait pu développer. Après, ça reste un bon film. Il n'abuse pas trop des jumpscares, donc ça me fait vraiment plaisir. Ils en font quelques-uns derrière le film sous clôture avec le carton, la caisse qui est à nouveau dans le grenier, donc ça veut dire que la prochaine famille va tomber dessus. Donc on a beaucoup qui nous crache à la gueule, limite, quoi. Donc bon, absolument pas nécessaire, quoi, comme finale. Un peu kitsch, vraiment dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon film. Les personnages sont relativement bien écrits. Certains sont très bien écrits, d'autres le sont un peu moins bien, mais dans l'ensemble, les personnages sont assez ont de la matière en fait. Ils sont épais, ils sont épais, ils ont du contenu. Ces discussions qu'Ethan Hawke a eues avec sa femme sont intéressantes. Les discussions qu'il a eues avec le détective sont intéressantes aussi. Donc ce rapport-là entre ces différents personnages-là est très bien fait. Il manque juste quelques axes, il manquait juste quelques matières. C'est le démon, on sait pas trop ce qu'il fout en fait. C'est un personnage intéressant car en miroir avec ce qu'est Ethan Hawke, je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt du démon justement, son approche, son intérêt pour les enfants. Pour la famille, en tout cas, pour les enfants, tout simplement, et cette approche de comment je les possède, mais on nous montre pas cette action. Et donc, du coup, ça en fait juste un méchant qui est dans le fond et qui attend son moment, quoi. Et ça, c'était un peu plus faible de la part du film. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon film, donc je le conseille. Vraiment, c'est un des rares bons films d'horreur qu'on peut avoir sur ce thème-là. Il y en a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup du tout. Et en plus, pour une fois, on a un bon comédien, on a un bon acteur dans le film, donc c'est appréciable. Donc ça reste un film intéressant. J'aime bien comment le démon justement exécute ses mises à mort en fait avec toujours un sens un peu du spectacle, limite de la vanne, de la petite blague en fait, comme s'il avait envie de mimer, de moquer en fait la vie réelle justement, comme s'il pissait dessus quoi. Le barbecue en famille, hop, voilà ce qu'il en fait, la fête à la piscine, la fête à la piscine, la fête à la piscine, quand la famille s'amuse dans la piscine, voilà lui ce qu'il en fait, etc. Donc comme une certaine haine en fait envers le vivant, envers la joie, l'émotion, mais en même temps, il faut qu'il fasse un spectacle, il faut que ce soit un fun, donc presque un joker, quoi, un taré un peu, et avec un sens tordu de l'humour. Ça, j'ai bien aimé, c'est un méchant un peu qui me parle, c'était intéressant du coup de voir les mises à mort, c'était pas juste du gore, c'était un peu mis en scène, et ça valait le coup d'être noté. Un des aspects irritants, à la rigueur, c'est peut-être l'entêtement un peu de l'auteur. On connaît à se dire, mais appelle la police, demande de l'aide, fais quelque chose en fait, quand ça devient de pire en pire. Et dès le début, de toute façon, il se méfie, il se dit que quelqu'un doit être à la maison, chez moi, en fait, qui fait ça, qui rallume à chaque fois mon Super 8, pas les gosses, certainement, et qu'il ne fasse rien par rapport à ça, c'est très irritant. C'est très irritant. Même si je peux comprendre que ça contribue à l'histoire, ça contribue au personnage, au développement du personnage, vu qu'il est censé être tellement possédé, peut-être qu'il
qu'il met tout ça de côté. Mais ça, c'est plus crédible vers la fin. Vers la fin, il ne peut plus s'arrêter. Et là, même quand il découvre les petites cassettes, les extensions, les éditions, enfin les rajouts, en fait, enfin les fins, les cassettes de fin, du coup, qui donnent la conclusion de chaque mise à mort. Là, quand il comprend qu'enfin, ce sont les petits qui commettaient les crimes. Bah, quand il voit ces cassettes-là, il a déjà essayé de détruire tout le matériel. Et tout d'un coup, ça réapparaît chez lui. Donc, la logique voudrait qu'il s'en débarrasse tout de suite, qu'il appelle la police, parce que là, quelqu'un les a ramenés chez lui. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce le député, car c'est le seul à être au courant de toute cette histoire, qui sait? Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il se dit que non, je vais le visionner, en fait. Donc, à ce moment-là, effectivement, il est allé tellement loin dans la possession, il est tellement à fond dans cette histoire, tellement pris dans cette histoire, qu'on peut comprendre en fait qu'il ne peut plus s'arrêter. C'est plus fort que lui, il ne peut plus en fait. Il est pris dedans. Donc là c'est cohérent. Mais au tout début, voilà, il est déjà un peu trop vite dans le déni et dans la protection. S'il veut protéger certains éléments de l'enquête, il n'est pas obligé, et bien sûr qu'il n'est pas obligé de tout dire en plus, il peut juste demander de l'aide. Et dire qu'il se passe des choses très bizarres, curieuses chez lui, je sais pas moi, installer des caméras, commencer à surveiller un peu, pour voir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque tout ça quoi. Mais non, il ne réagit pas, et ça c'est un peu frustrant, ça lui donne un air un peu débile, on se dit mais putain mais il est con lui. Et du coup ça rend le personnage encore moins attachant. On se dit presque bien fait quand les choses lui arrivent justement, on se dit presque bien fait, tu l'as bien cherché aussi. Donc ça c'était une faiblesse dans l'écriture de ce personnage-là. Ça n'empêchait rien d'avoir des réactions logiques aux événements qui lui arrivaient et que quand même qu'il ne puisse rien y faire. Ça ne coûtait rien, vraiment. Et il faut aussi reconnaître quand même que le film dévoile son jeu trop rapidement en fait. Trop rapidement, nous on comprend en tant que spectateur que là il y a quelque chose de maléfique qui se passe, de surnaturel, alors que l'auteur lui n'y est pas encore du tout. Et pourtant c'est lui qui mène un peu l'enquête, donc il y a forcément ce côté un peu thriller dans cette histoire vu que bah justement c'est un journaliste d'investigation un peu. Et il mène son enquête et on va beaucoup plus vite que lui. Il est censé être très bon dans ce travail-là, donc trop rapidement, on comprend, nous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui lui a complètement échappé. Et c'est vrai que c'est quelque chose de surnaturel, donc même si il y a des raisons pour que lui en doute dans le film. Alors que nous, on regarde un film, donc effectivement, nous, on projette très facilement le fait que ce soit un film d'horreur, c'est fantastique, quoi. Mais lui, dans le film, va trop lentement. Et peut-être qu'il aurait été bien que le film, en fait, ralentisse dans son dévoilement et ne nous montre pas des scènes comme quand il tient une photo et qu'au moment où il ne regarde pas la photo, que le visage du démon dans la photo se tourne vers nous et puis se retourne à nouveau. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment que pour nous. Et lui ne le voit pas du tout. Et pareil, quand il est face au chien et que tout d'un coup les enfants apparaissent derrière lui, nous on les voit, lui ne les voit pas, donc ils sont là pour nous, encore une fois. Donc on est en train de nous expliquer ce qui se passe, on est en train déjà de nous montrer tout le film, de nous projeter direct à la vitesse d'un train, d'un TGV, mais vers la fin du film, alors qu'on n'y est pas encore et que l'autre est en train d'essayer comme un pauvre con là, essayer de comprendre ce qui lui arrive en fait. Donc là, dans ce dévoilement-là, le film est allé trop vite. Donc à vouloir trop nous faire peur, parce que je pense que effectivement, s'il s'attarde, le film devient plus un thriller suspense un peu posé qu'un film d'horreur, d'épouvante en tout cas classique. Une production, on va dire contemporaine en tout cas, où il faut faire peur quoi, jumpscare sur jumpscare, faut que dans le cinéma ça rigole, que ça sursaute, tu vois. Et du coup ouais, ça aurait pas donné ça du tout. Donc c'est peut-être ça qui les a fait chier et très rapidement ils ont commencé à nous balancer des indices comme quoi vous avez vu, il y a un truc chelou qui se passe. Hein. Lui l'auteur n'a encore rien compris, mais vous on vous dit attention. Hein. Tenez-vous bien, il va se passer des choses. Et ça, c'est un peu dommage aussi, c'est une faiblesse, c'est une facilité, quoi. Si l'auteur n'a pas encore vécu ces choses-là, ça ne sert à rien de nous foutre la tête dedans, juste pour qu'on ait un peu peur plus vite, quoi. C'est un peu de la triche, quoi, c'est un peu aller vite. Donc les moments où nous, on voit des choses que lui ne voit pas, c'était une faiblesse, alors on aurait pu continuer à voir ce que lui voyait et suivre l'enquête en même temps que lui. Mais pour ça, il aurait fallu que le film soit un peu plus subtil et arrête avec les gros clins d'œil, le tronc d'arbre qui était encore là. Il serait juste allé dans la cuisine, il aurait vu un arbre et il manque justement une des grosses branches de l'arbre est manquante. On aurait compris qu'il s'agissait du même arbre. Mais non, il faut que la branche soit encore là, coupée et pendue comme elle était au moment du crime. Qui l'aurait laissé comme ça? Enfin bon. Et pareil pour les enfants qui apparaissent en fantôme et tout ça, machin, ça aurait pu être des ombres, des murmures, et là on suit l'enquête en même temps que lui. Et ça, c'est beaucoup plus poignant et pousse beaucoup plus à l'empathie. En tout cas, on arrive plus facilement à se mettre à la place du coup du personnage principal de cette manière-là. Parce que là, on est au courant, on est au fait de choses qui lui échappent complètement, comme le film l'a décrit là. Et du coup, tout d'un coup, nous on est dans la posture, on est en avant et on attend qu'il nous rejoigne, du coup, qu'il nous rattrape. C'est une faiblesse de narration, c'est une faiblesse dans le style de narration là pour le coup. Après, voilà, il y a des choses quand même qui sont plus faciles à pardonner. On peut pardonner, on aurait voulu peut-être que l'auteur soit un peu plus normal aussi, qu'il ait des réactions un peu plus cohérentes, en tout cas au début, quitte à augmenter un peu sa
sa possession et sa bizarrerie au fur et à mesure qu'il ait des réactions absolument hors contexte. Mais donc voilà, c'est assez difficile de pardonner tout ça. Il y a eu beaucoup de maladresse par rapport à comment il réagit à ce qui se passe. Alors qu'encore une fois, il aurait pu essayer de réagir comme une personne sensée sans pour autant que ça change, sans pour autant qu'il parte de là et tout ça. La police peut juste dire, bah, on va installer des caméras, ou, enfin, on vous conseille d'installer des caméras, ou, bah, écoutez, on a fouillé partout, il y a personne. Et ce qui aurait, en plus, permis de développer d'autres discussions, d'autres échanges entre lui et le shérif. Le shérif qui semble être un personnage très intéressant, mais malheureusement qui n'a pas beaucoup de lignes dans cette histoire, donc pas beaucoup de réparties, du coup. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça aurait été l'occasion, là, pour le coup. Mais encore une fois, ça se pardonne. Ça se pardonne si on le met sur le dos de la possession et sur le dos de l'obsession plutôt aussi de ces personnages. Mais mon regret principal serait effectivement juste de pas avoir vu les possessions des enfants. C'est vrai que je l'ai beaucoup dit, mais c'est vraiment ça qui me reste en travers de la gorge. Je pense qu'on aurait pu avoir un truc entre ça, quand je dis ça, je parle du film It là de Stephen King, avec le clown qui attire les enfants, les amusant d'abord pour mieux les manger ensuite, ou qui passe son temps à essayer de leur faire peur pour qu'ils soient tellement effrayés qu'ils soient un peu plus délicieux. Entre du coup ça et l'exorciste, tout simplement. On aurait pu avoir un mix entre ça et l'exorciste, parce que l'exorciste, justement, la gamine qui est de plus en plus possédée. Après, l'exorciste est beaucoup mieux écrit et beaucoup plus subtil, justement, parce qu'on est tout le temps dans le doute. On ne sait pas si vraiment cette gamine est possédée, ou c'est juste, en fait, parce que tout ce qu'elle a s'explique aussi scientifiquement. S'explique médicalement aussi. Donc, on a toujours cette ambiguïté jusqu'au bout, quasiment, du film, hein, vraiment. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Et là, bah, pareil, ça aurait expliqué que les enfants, on aurait pu voir les enfants se transformer au fur et à mesure, mais sans forcément jouer sur le rôle de l'ambiguïté, mais en tout cas, on aurait compris qu'ils commencent à être possédés, c'est-à-dire qu'il aurait un peu mieux expliqué qu'à la fin, bah, qu'ils soient là à tuer leurs parents et toute leur famille, en fait. Mais là, ça nous tombe un peu comme des cheveux sur la soupe, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, la dernière intervention de la gamine, elle est dans la voiture avec son père, elle lui demande, on rentre chez nous, youpi, tu vois. On se dit pas que le lendemain même, elle va prendre une hache et découper la tête de son padré, quoi. Et pareil, la possession aurait expliqué, voir la possession évoluer au fur et à mesure aurait pu expliquer du coup la force surnaturelle chez ces enfants, qui arrivent quand même à pendre des adultes, qui arrivent à, même si pour la pendaison c'est plus un système Looney Tunesque où c'est pas vraiment de la force, mais quand même à un moment donné il faut quand même prendre ces gens, les attacher, les ramener à l'arbre, faire passer la corde. Bon, faut pas trop y réfléchir du comment c'est possible, mais c'est vrai que bon, dans l'exorcisme par exemple, la gamine possédée a une force surhumaine quasiment, mais aussi ça s'explique aussi médicalement, où il s'est avéré voir des cas de schizophrénie avec des forces surhumaines, etc. Donc, cette ambiguïté très intéressante dans l'exorciste, je ne dis pas forcément qu'on devrait l'avoir là, mais ce serait bien d'avoir un début de possession, de voir un début d'attrait, de voir une stratégie chez le démon, comme j'ai dit tout à l'heure, tout simplement. Donc, c'est mon principal regret. Si on calcule pas trop ça, et qu'on se focalise du coup sur le personnage d'Ethan Hawke, bah, on a quand même un bon film. On a un bon film à voir, dans tous les cas.